Je m'appelle Alexandre et je travaille comme entrepreneur de pompes funèbres. Ah ouais, on dit pas croque-mort alors. Alors, le terme concret, c'est entrepreneur de pompes funèbres. Croque-mort, c'est vraiment le terme un peu... comment dire c'est le terme populaire, quoi. C'est le terme que tout le monde emploie. Nous, on s'en fout que les gens disent croque-mort. C'est vraiment pas quelque chose qui nous dérange. Mais entre nous, on dit pas ça, quoi. C'est entrepreneur de pompes funèbres. C'est le nom du métier, concrètement, quoi. Ouais, c'est la version officielle quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi, t'es tombé dedans comment? Alors, c'est une longue histoire. On est pompe funèbre de père en fils, en gros. En gros. Moi, c'était pas nécessairement mon désir de base, c'est un truc que je fais là maintenant parce que j'avais envie de me lancer, de voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais de base, mon père est pompe funèbre, mon grand-père était pompe funèbre, et mon arrière-grand-père aussi. Mon arrière-grand-père, il a commencé donc comme menuisier à la base dans la commune dans laquelle il était. Et il faisait toutes sortes de choses, notamment des cercueils. Et c'est au fur et à mesure du temps que ça s'est fait un peu tout seul. Et que, d'abord, il faisait que les cercueils, puis au final, il allait chercher des corps. Et au final, il est devenu le pompe funèbre de la région. C'était la région d'Herstal à l'époque. Et voilà, il a fait son entreprise. Et voilà, et mon grand-père a repris. Ils ont gardé l'entreprise pendant un moment. Puis, je ne sais plus trop comment ça s'est passé. L'entreprise a été rachetée et ça s'est arrêté. Vu que mon père a grandi dedans, il a un peu repris le flambeau et il a commencé à travailler dedans. Il a fait d'autres trucs, mais il s'est vraiment lancé dedans dans une grande entreprise à partir de 2012, je crois. Et donc moi, à partir de mes 12 ans, j'ai vraiment vu à quoi ça ressemblait. Et j'ai baigné dedans, j'ai vu des trucs, j'ai aidé mon père pour plusieurs choses. Et ça fait depuis le mois d'avril 2025, du coup, que je fais ça. Et voilà, et ça continue. Donc c'est vraiment une entreprise familiale, mais t'as été en mode étudiant un peu. Oui, c'est aidé, vraiment quoi. ça, c'est vraiment ça, Ouais. en tant que prestataire. Donc en gros, tu vas là et en gros, c'est un peu, t'es engagé, comme qui dirait, sur des missions. C'est un peu comme de l'intérim. Et on t'appelle quand on a besoin. Ah ouais, ok. Et tu trouves que c'est encore assez méconnu ce que tu fais? C'est pas que c'est méconnu, c'est que les gens veulent pas en parler. Ah ouais. Les gens veulent pas en parler et c'est un métier, on préfère fermer sa gueule et le garder en mode, on sait que ça va arriver, on sait qu'on aura besoin de ces gens-là un jour, mais tant qu'on en a pas besoin, autant pas en parler. Et du coup, c'est un métier qui est, je dirais, connu, mais surtout méconnu dans ce qu'on y fait. Parce que souvent, quand je dis que je le fais, du coup, tu vas faire ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et les gens sont souvent étonnés de tout ce qu'on peut faire, de parfois un peu salissant, entre guillemets. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de social, notamment le fait de parler avec les familles, de parler avec tous les organismes autour de ça, les communes, etc. Donc c'est beaucoup aussi de communication d'une manière générale. Ok. Et voilà, j'imagine que tu rencontres des gens, tu leur dis, bah voilà, je suis entrepreneur de pompes funèbres. Tout à fait. Et est-ce que t'as parfois des réactions un peu bizarres, de style un peu discrimination, tu vois? Alors, discriminant, non. Mais il y a toujours cette phrase que tout le monde dit, c'est « Je sais pas comment vous faites. Moi, je pourrais pas faire ce que vous faites. » Systématiquement, il y aura toujours un moment où quand t'expliques un petit peu, ou même de base, juste tu dis « Je suis entrepreneur de pompes funèbres, je bosse avec des cadavres. » Directement, c'est « Je sais pas comment tu fais. Moi, je serais pas capable. » Ah ouais. Et alors pour toi, j'enchaîne tout de suite. Il faut quoi comme caractère, à la limite même comme compétence physique, pour se dire, tiens, je suis capable de faire ça? Alors, comme caractère, je dirais qu'il faut... Déjà, il faut avoir l'estomac bien accroché. Parce qu'il y a des choses... voilà. C'est sûr que souvent, on va chercher des corps à l'hôpital, ça va. On va chercher une petite vieille qui est morte dans son sommeil dans une maison de repos, ça va. Quand tu vas chercher quelque chose d'un peu plus piquant, c'est différent. Quand t'es appelé à 3h du matin pour aller chercher un corps sur une voie de chemin de fer, ou quelqu'un qui a été décomposé depuis 6 semaines dans son canapé, c'est là qu'il faut que t'aies l'estomac bien accroché, quoi. Et il y a aussi quand même une dimension où il faut que tu mettes de côté le tabou de la mort, en fait, parce que c'est la fin de la vie, c'est difficile à prendre en considération. C'est pas pour rien que toutes les religions ont d'une manière ou d'une autre une après-vie, c'est parce qu'on a peur de ça. Donc il faut savoir mettre ça de côté et ne pas...
Il faut être empathique, mais pas trop non plus. Il faut pas être de marbre devant les familles et être désagréable. Il faut pas non plus pleurer avec eux. Donc, il faut une certaine distance. Et comme compétence physique, il faut avoir quand même un peu de force, on va pas se mentir. Quand tu vas chercher quelqu'un qui est à l'étage, par exemple, et qui a des escaliers en colimaçon, il faut savoir gérer, il faut avoir un petit esprit d'analyse aussi pour se dire, ok, la maison, elle est disposée comme ça, le véhicule, il est là, il me faut tel matériel pour pouvoir le transporter dans les manières non seulement les plus faciles pour nous, mais aussi les plus dignes pour le corps aussi, quoi. Pas le traîner à terre et entendre la tête sur les escaliers qui fait ponk, ponk, ponk. Donc voilà, c'est un tout. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à beaucoup de choses, quoi. Et tu parlais de distance. Comment vous arrivez à faire ça, en fait, à vous mettre une distance? Vous avez chacun un peu un mécanisme bien à lui. Je pense que chacun est différent sur sa vision de la mort et d'un défunt. Moi, ma vision, par exemple, c'est que quand je vois quelqu'un qui est mort, je me dis, c'est peut-être trash ce que je vais dire, mais je me dis que ce n'est plus une personne. Ce qui fait pour moi l'essence de qui est quelqu'un, c'est ses valeurs, ses envies, ses rêves, c'est les choses qu'il aime, c'est tout ce qui se passe finalement dans ton cerveau. Tout ce qui est de l'ordre du mental. Une fois que c'est plus là, c'est une coquille vide. Pour moi, par exemple, je fais beaucoup de soins, c'est le truc que j'aime le mieux faire, en l'occurrence, faire les soins sur les corps. Je les fais certes pour une certaine dignité du corps, etc., mais je le fais surtout pour les familles. Pour qu'ils aient l'idée de se dire, ah oui, ok, mon papa, par exemple, part d'une manière, il est habillé avec les vêtements qu'il voulait, il est habillé comme je l'ai vu. Voilà, je reconnais mon papa et je sais que je peux le laisser partir, entre guillemets, en de bonnes conditions, quoi. Ouais, ok. Et alors, ta journée type, toi, si je puis dire, ça serait quoi? Je sais que ça se ressent pas vraiment. C'est très aléatoire. Et c'est ça aussi qui est assez sympa dans ce métier-là. C'est que souvent, t'arrives, et même quand il y a des choses qui sont prévues, ça veut pas nécessairement dire que tu vas les faire. On va prendre une journée lambda où il y a par exemple un enterrement. Je réfléchis dans l'ordre dans lequel je vais faire. Non. Disons qu'on a plusieurs rôles. On va dire 3 rôles dans une journée type. T'as ceux qui s'occupent de tout ce qui est plus bureautique, donc parler aux administrations, transmettre les certificats de décès, les choses comme ça. Tu as ceux qui font les enterrements, donc tu conduis le corbillard, tu vas au cimetière, à l'église, au crématorium, etc. Et tu as toujours au moins 2 personnes sur le terrain, entre guillemets, qui restent au centre funéraire pour s'occuper des défunts, donc faire les soins, faire les mises en bière. Donc la mise en bière, c'est du coup mettre le corps dans le cercueil, et pour aller chercher les défunts potentiels qui sont à gauche, à droite. Et là, par contre, c'est là que le côté aléatoire intervient. C'est que des fois, t'arrives à 7h du matin, à 7h30, on t'appelle pour aller chercher un défunt qui est à l'hôpital, tu vas là, tu reviens, ah oui, mais il y en a eu un autre dans une maison de repos, il y en a un autre là-bas. Donc c'est un peu de l'aléatoire et de l'organisation de où est-ce que je vais d'abord, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, dans l'ordre des priorités. Et il y a aussi beaucoup, ce qui prend le plus de temps, c'est les transferts. Parce que du coup, on a un centre funéraire principal, mais vu que c'est une entreprise, il y a plusieurs centres funéraires. Si la famille veut que leur défunt soit dans un autre centre, on les met dans le cercueil, etc. Puis on les transporte dans un véhicule, on les amène là-bas, et on les met en place dans les salons famille et tout ça. Donc c'est très aléatoire. Et une journée type, ça va vraiment être... t'arrives, tu bois ton café, tu regardes un peu ce qu'il y a à faire dans la journée, est-ce qu'il faut aller aider sur tel ou tel enterrement. Parfois, à 2, ça suffit. Parce que voilà, si c'est juste une levée de corps, donc juste tu mets la levée de corps, c'est le moment où on prend le cercueil pour le mettre dans le corbillard pour l'emmener soit au crématorium, à l'église et puis au cimetière, peu importe. Si on est 2, ça va. Si l'église est de plein pied, si c'est une église avec une dizaine de marches et que le corps il fait 100 kilos et qu'il est dans un cercueil en chêne, là il faut qu'on soit au moins 4. Des fois on est 6 aussi. Dépendant d'eux. Si c'est quelqu'un, j'ai eu ça il y a pas longtemps, il y a genre 2-3 semaines, un homme d'une centaine de kilos qui était dans un cercueil en chêne hors mesure parce qu'il était grand et dans un zinc parce que c'est dans une comment dire, merde. Un caveau. Un caveau, ouais, merci. Là, t'es obligé de mettre en plus un cercueil en zinc dans le cercueil en bois parce que c'est la procédure pour éviter que le cercueil ne devienne au bout d'un an un tas de trucs moites. Ok. Et tu parlais tout à l'heure que
c'était un métier non pas méconnu, mais qu'on avait peur de parler. Mhm. Et alors, pour toi, ça serait quoi une définition finalement de ton métier de croque-mort? Qu'est-ce que de l'approche que vous avez avec tous les intervenants, c'est-à-dire d'abord toute la partie encore vivante, puis le défunt et l'accompagnement d'après, ça serait quoi en fait un peu le fil conducteur de tout ça, quoi? Le fil conducteur, ça va vraiment être au sujet de la famille, plus que du défunt en lui-même. Le défunt, il est de passage. Par contre, la famille, non seulement il y a les arrangements au début, qu'est-ce que vous voulez avec lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'est-ce qui vous arrangerait mieux. Gérer aussi les situations un peu de crise, dans le sens où parfois c'est imprévu, donc souvent les gens sont un peu perdus, donc savoir rester aussi dans une forme de calme et de patience, parce que c'est déjà arrivé que voilà, t'as quelqu'un qui vient, sa femme est morte, ils sont tous les deux âgés, mais ils ont 50 ans de vie commune, complètement perdus. Donc comment est-ce qu'on gère ça, avec qui, et puis pour le suivi après, là, on a ce qu'on appelle un aftercare. Donc, un aftercare, ça va vraiment être la prise de contact. Non seulement pour voir si le service a été bon, si ça s'est bien passé. Il y a toujours un dossier d'appréciation qu'ils peuvent remplir pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Des fois, ça va pas. Ça arrive. Si l'organisation est mauvaise, si les gens avaient des demandes un peu particulières qui n'ont pas pu être respectées. Donc, vraiment, je dirais que l'appui principal, ça va être sur les familles. Et t'as déjà eu des litiges, toi, dans ta carrière? Alors, personnellement, moi, ça va. Je touche du bois, mais ça va. Mais des litiges, oui, il y en a. Évidemment, on est quand même face à des gens qui sont dans une situation de crise et une situation catastrophique. Tout le monde agit différemment. Certains seront indifférents, ça peut arriver. Certains seront soulagés. Parce que si c'est quelqu'un qui s'est battu contre un cancer pendant plusieurs années et qu'au final on s'est rendu compte que c'était plus possible et que c'est une euthanasie, il y a une forme de soulagement. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère aussi. Donc oui, voilà. Mais par exemple, un petit truc de base qu'on apprend un peu, c'est que, comment dire, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui a perdu, par exemple, son père? T'arrives, tu le vois, comment tu le salues? Mais c'est quelque chose de très compliqué, évidemment. Voilà, tu vois. Voilà. Je sais que mon père, ce qu'il a vécu, c'est qu'au tout début, il arrive et il dit, voilà, bonjour. Non, c'est pas une bonne journée, non. Pourquoi ce serait un bonjour, j'ai perdu ma mère? Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Parce que t'as raison, évidemment. Donc du coup, à pompe funèbre, généralement, on te dira pas bonjour. Quand il te salue, il va dire monsieur, madame. Mais il va pas dire bonjour. Parce que t'as toujours ce truc de, effectivement, bonjour, même si c'est devenu un réflexe linguistique qu'on a, ça veut dire bonne journée, quoi. Et c'est rarement des bonnes journées. Donc oui, des fois, des prises de bec, il y en a, et on les gère du mieux qu'on peut. Il y a aussi le fait que les familles, disons qu'elles ont, au sujet du défunt, elles ont je vais pas dire tous les droits, c'est un grand mot, mais par exemple, si au dernier moment, t'as un membre de la famille qui dit « je veux revoir ma femme dans son cercueil », tu dois être dans la possibilité de pouvoir l'ouvrir. Mais parfois, cette personne n'est plus présentable du tout, dépendant de combien de temps il a fallu déjà pour savoir que le défunt était là, et l'état de décomposition générale. La nature fait son travail quand même assez vite, et de nouveau, je vais beaucoup dire des anecdotes de mon père. J'aime pas prendre les anecdotes des autres et dire que c'est moi qui les ai fait. Là, en l'occurrence, c'est de nouveau mon père qui avait vécu ça, un homme qui voulait absolument revoir sa fille qui était décédée. Mais sa fille était en état de décomposition. Et je crois même que c'était un accident de voiture. Donc elle était déjà de base bien amochée, mais alors du coup, la nature fait son travail encore plus vite. Et du coup, mon père était obligé de lui dire, écoutez, monsieur, je peux pas vous l'interdire, mais je vous le déconseille fortement. Parce que c'est la dernière image que vous aurez de votre fille. Non, je veux la revoir, je veux la revoir, je veux la revoir. Alors tu continues d'un petit peu, peut-être, débattre. Mais à un moment donné, si le gars il veut, ok, ça va, on va ouvrir le cercueil. On invite les gens à partir, on ouvre le cercueil. Le gars voit sa fille, il ne dit rien, on ferme le cercueil. Le gars part dans la rue, il gerbe. Il revient et il dit, vous aviez raison, j'aurais pas dû la voir. Et maintenant, c'est l'image que j'aurai pour toujours, la dernière image que j'aurai de ma fille. Donc, c'est compliqué de gérer l'humain. Même si c'est ce que je dis là, attention, c'est quand même des trucs qui sont assez rares, mais voilà. Et puis il y a des gens qui sont très, comment dire, dans le détail
et qui veulent que la cérémonie se déroule de telle manière, de telle façon, avec tel truc, que vous soyez de telle manière. Moi, on m'a déjà demandé, par exemple, voilà, bah écoutez, prenez l'équipe, je veux les voir en costume, je veux voir s'ils sont bien, quoi. Si les costumes sont bien, s'ils présentent bien. Il y a déjà eu des gens qui disaient, lui, je le veux pas, il est trop grand, lui, je le veux pas, il est trop petit. Bon, trop grand, trop petit, non. Mais comme par hasard, une fois, on a dit, je veux pas celui-là, il était trop grand. Il était surtout maghrébin et je pense que c'était ça qui dérangeait. Donc voilà, on doit un peu jongler avec des demandes qui sont parfois exagérées, j'estime, mais on fait du mieux pour que ça se passe bien, autant pour nous que pour eux. Et alors, tu disais tout à l'heure que la partie que tu préférais, c'était de préparer les corps. C'est de thanatopracteur, finalement. Alors, non, c'est différent. Thanatopracteur, il y a une formation très précise à avoir, parce que tu dois pouvoir, déjà vider les fluides qui sont dans le corps pour que le corps reste le plus longtemps possible présentable. Souvent, c'est fait pour des personnes plus célèbres, qu'on va présenter pendant plusieurs jours. Quand je dis célèbre, c'est pas nécessairement des stars ou des trucs comme ça. Ça peut être simplement, par exemple, un exemple concret, je ne sais plus il y a combien de temps c'était, il y a peut-être 7-8 ans. Sur Liège, il y avait eu 2 policières qui avaient été tuées. Un thanatopracteur est venu non seulement pour vider les fluides et les choses comme ça, mais aussi pour faire de la reconstruction faciale. Donc ça, c'est un autre travail qui est beaucoup plus épineux. Moi, ça va plus être... recoiffer la personne, maquiller la personne si nécessaire, même si le maquillage, c'est un outil à double tranchant, parce que moi j'ai déjà vu d'autres entrepreneurs de pompes funèbres utiliser du maquillage. Je trouve souvent que c'est trop, parce que la peau devient pâle, donc dès que tu mets du maquillage, ça se voit très très fort. Donc moi je vais plutôt essayer de raviver les couleurs qui sont déjà là, avec du fard à joues, du fard à paupières, des choses comme ça. Et puis, recoiffer la personne, renettoyer la personne si nécessaire, veiller à ce que tout soit bien mis, bien fait. Exemple aussi, si c'est une personne âgée qui n'avait pas de dents et qui n'a pas le dentier, effectivement, mettre des trucs dans la bouche pour redonner une forme au visage qui est correcte et pas les laisser avec une bouche toute plate et toute refermée, rabougrie, histoire de donner vraiment à la famille une vision la plus fidèle possible de ce à quoi ressemblait la personne quand elle était vivante. Et donc toi, t'as appris sur le tas, tout ça? Moi, j'ai appris sur le tas. Vas-y. Non, vas-y, continue, je t'en prie. Et c'est quelque chose sur lequel, il y a un peu d'entraînement à faire, certes, mais ça s'apprend globalement assez vite. Étonnamment vite, d'ailleurs. Moi, je m'attendais pas à faire les choses aussi vite et que ça rende aussi bien. C'est un travail minutieux, mais le corps est relativement bien fait quand même, que les choses se mettent plutôt bien assez facilement, entre guillemets. Et il existe des études de... Oui, bien sûr, il existe des formations de pompes funèbres. Moi, on va pas se mentir, j'ai pas fait d'études de pompes funèbres, moi en l'occurrence. Les études ne sont pas systématiquement demandées non plus. Ça dépend un peu, c'est un peu comme dans tous les métiers, hein, c'est du cas par cas. Moi, c'est aussi parce que j'avais déjà de l'expérience, que je savais déjà un peu comment tout fonctionnait. Mais oui, bien sûr, il y a des études d'entrepreneurs de pompes funèbres. Oui. Ok, et tu trouves jamais que c'est un peu glauque ce que tu fais des fois? Si, comment dire, on s'en rend compte, on le sait. Hein, on sait que l'écrasante majorité des gens seraient pas capables de le faire parce que non seulement c'est considéré comme sale, mais c'est considéré comme tabou. Et oui, des fois c'est glauque. Encore une fois, c'est pas toujours aller chercher une petite vieille dans une maison de repos. Parfois, c'est aller chercher un SDF qui est mort sous un pont depuis 2 mois et qui est dans l'état dans lequel il est, quoi. Et là, c'est autre chose. Oui, évidemment, c'est glauque, bien sûr. Et t'as fallu combien de temps pour être à l'aise avec tout ça? Je sais bien que c'est un grand mot parce que j'imagine que t'es pas toujours à l'aise, mais... En vrai, je vais plus être mal à l'aise par rapport aux familles que par rapport aux défunts. Les situations un peu plus trash, moi, c'est aussi parce que j'ai l'estomac bien accroché de base. Que je suis pas facilement impressionnable par tout ce qui est fluide, sang, même le corps en lui-même, ça ne me dégoûte pas spécialement. Maintenant, voilà, quand t'arrives sur des... disons que les 2 catégories de défunts trash, ça va être la violence, que ce soit par suicide ou souvent par suicide ou meurtre, mais meurtre c'est beaucoup plus rare, j'ai jamais été sur un meurtre moi en l'occurrence.
ou de nouveau les décomposer. Moi, je préfère encore quelqu'un qui a sauté devant un train et qu'il faut ramasser les morceaux que quelqu'un qui est décomposé. Parce que tu as quand même un sens en plus qui est stimulé, c'est l'odeur. Et l'odeur, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, assez unique. L'odeur de la mort, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup comme quelque chose. Parfois même, il y a des gens qui disent que, mais quand on sent l'odeur de la mort d'un corps, on le sait, non? Au fond de nous, est-ce qu'on sait pas que c'est quelqu'un qui est mort? Non, c'est une odeur de pourri. Ça n'a pas, ce n'est même pas. J'ai même été un peu, entre guillemets, déçu de l'odeur parce que je me suis dit, ah oui, c'est ça. En fait, c'est une odeur de nourriture pourrie, si tu vas par là. Et chaque personne l'interprète un peu différemment. Il y en a qui disent que ça a une odeur un peu de poisson. À aucun moment, moi, c'est ce que je sens. Moi, ça va plutôt être une viande avariée, même parfois un peu comme un style fromage avarié, mais c'est tout un chacun l'interprète vraiment différemment. Et on dit que c'est tellement fort, je sais pas, j'ai jamais senti, et Dieu merci, je pense. Oui, je te le souhaite pas. Oui, bah, je me le souhaite pas non plus. Mais on dit que c'est tellement fort que ça dégoûte, ça. Enfin, il y a comme une envie de partir. Ah oui. T'as quand même fait. Bah, tout est une question de mindset aussi. C'est sûr que si tu vas, je sais pas, tu vas chez toi dans ton appart et tu sens l'odeur de la mort dans l'appart d'à côté, effectivement, tu te doutes qu'il y a un problème et tu as une espèce de sensation négative. Pareil, si tu retrouves quelqu'un carrément, tu rentres, je sais pas moi, chez ta grand-mère et tu la retrouves dans cet état-là, oui, non, évidemment, t'as qu'une envie, c'est de partir et de gerber dans la rue. Toi, quand tu y vas et que tu sais sur quoi tu vas, parce que souvent on nous prévient, c'est souvent la police qui retrouve les corps et du coup on nous préviennent, état de décomposition avancée ou quoi, bah t'y vas déjà avec une espèce de préparation, tu te prépares mentalement pour le faire. Donc oui, quand t'arrives, c'est une odeur qui te prend aux narines, qui est présente, qui est omniprésente. Souvent, moi, voilà, dans la rue, tu sens l'odeur. Souvent, dans la rue, tu sens l'odeur, dépendant si les fenêtres sont ouvertes et tout ça, mais souvent, c'est une odeur que tu détectes de loin. Mais que tu vas pas nécessairement, systématiquement, penser à être une odeur de cadavre. Tu vas peut-être te dire que c'est une odeur de je sais pas moi, du voisin qui a peut-être des problèmes et qui nettoie pas ou qui a le syndrome de Diogène ou quoi. Une anecdote qui est, je trouve, assez parlante de ça, c'est Jeffrey Dahmer qui faisait tous ses crimes dans son appartement. Donc il découpait ses victimes, il les laissait se décomposer dans des seaux remplis d'acide. Les voisins se plaignaient d'une odeur abominable. Mais il a fallu des années pour qu'on se rende compte que c'était un tueur en série qui gardait des cadavres. Et il y en avait plusieurs. Donc un seul, ça ne veut pas systématiquement dire que tu vas détecter que c'est ça. Et moi, je peux poser une question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais combien de temps vous pouvez conserver un corps au maximum entre le fait que vous allez le chercher, peu importe son état de décomposition, enfin, j'imagine que ça joue aussi sur le fait que vous pouvez le garder, et aux funérailles, quoi. Bah, en vrai, c'est plus élastique qu'on puisse l'imaginer. Parce que on a eu le cas, par exemple, d'une dame qui était décédée et un membre de sa famille était, je ne sais plus où, mais très loin. Je crois que c'était en Amérique du Sud. Et il ne pouvait pas revenir avant au moins 3 semaines. Et il voulait absolument être là. Et la famille voulait absolument qu'il soit là pour les funérailles. À ce moment-là, bah, dans un centre funéraire, globalement, dans quasiment tous les centres funéraires, pas tous, parce qu'il y en a des plus petits, mais on essaye au plus possible d'avoir une chambre froide où on peut conserver les défunts. Et à ce moment-là, bah, quand tu sais que ça va prendre beaucoup de temps, tu le mets là et tu le laisses tout seul là et tu mets vraiment la température maximale, qui est une température à moins de 0 degré. Donc c'est un congélateur. Donc concrètement, tu le conserves au congèle. De manière à ce qu'il puisse se conserver le plus longtemps possible jusqu'aux funérailles qui sont plus tard. Donc en vrai, c'est assez aléatoire, mais globalement, les gens veulent en être débarrassés vite, ce qui est complètement normal, de cette charge mentale, je veux dire. Et du coup, oui, non, souvent c'est une semaine, hein, pas plus que ça. C'est très exceptionnel quand ça prend plus de temps que ça. Et ton rapport avec la mort, tu l'as bien dit, pour toi, c'est peut-être un peu trash aussi ce que je veux dire, mais c'est un objet. Alors, j'irai pas jusqu'à dire un objet, mais oui, voilà, c'est une coquille vide. Moi, c'est souvent le terme que j'aime employer. Et je vais dire, t'as toujours eu ce rapport-là ou c'est avec le métier que ça a changé J'ai eu des décès dans ma famille, pas des décès trop proches non plus, si ma grand-mère, mais c'était quelque chose d'assez prévu. Donc, mais je pense que j'avais déjà quand même cette notion de me dire, de toute façon, elle est plus là. Ce que je vois là, c'est plus ma grand-mère, c'est ce qui reste d'elle. C'est les restes de cette personne-là.
Et du coup, oui, je pense que c'est une vision que j'avais déjà un peu de base, mais qui s'est exacerbée avec le fait que je suis vraiment en contact avec, quoi. Et t'as quel rapport avec la religion, toi? Je suis complètement agnostique. Je pars du principe qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir et que je ne sais pas plus qu'un autre. Pour moi, un musulman, un catholique, un athée, voire même quelqu'un qui priait Zeus il y a 2000 ans, n'a pas plus d'informations que moi au sujet de ce qui se passe après. Pour moi, comment dire ? Je me dis pas qu'il y a rien après la mort. Je me dis que je fais souvent la comparaison avec ce qui se passe avant la vie. Personne ne se souvient de ce qui se passait avant la vie. Est-ce qu'il y avait rien ? On sait pas trop. C'est très flou. Plus on revient à l'époque où on était petit, moins on se souvient. Je pense que la mort, c'est à peu près pareil. C'est un autre stade. On peut pas savoir ce qu'il y a, mais on verra, j'ai envie de dire. Oui, on y passera tous un jour. Voilà, on y passera tous un jour et c'est quelque chose sur lequel j'ai fait une certaine paix avec. J'ai pas d'angoisse de mort. Il y a beaucoup de gens qui en ont. Moi, ça va. Ça va plus être une peur de souffrir. Mais globalement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites que le corps est bien fait et que notre corps est quand même assez fait pour mourir aussi. Et que, maintenant dépendant des morts aussi, mais dans une mort, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, meurt dans son sommeil d'une attaque, par exemple, va vivre les choses avec peut-être moins de souffrance que ce qu'on imagine, parce que le cerveau génère des endorphines qui vont justement aider peut-être au passage. Maintenant, de nouveau, personne n'est revenu pour dire le contraire. Sauf les expériences de mort imminente, mais c'est très différent. Et est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre, je veux dire, les trois religions principales et un enterrement de non-croyants ? Oui, parce que tout le monde, par exemple, dans les non-croyants, ne fait pas nécessairement de cérémonie. Maintenant, il y a des cérémonies athées où c'est juste les gens qui parlent de souvenirs qu'ils ont eus avec le défunt. Et je dirais limite que je préfère encore les cérémonies athées parce que ça va être une cérémonie un peu plus personnelle qui va parler plus du défunt lui-même et des choses qu'ils ont vécues qu'une messe, ou même une absoute. Donc c'est une courte messe dans laquelle on ne rompt pas le pain, par exemple. Ça va être, Jésus nous aide au cours de cette épreuve difficile. Donc voilà, je trouve que c'est plus intimiste dans quelque chose d'athée, mais ça c'est de la vie de chacun. Aucune cérémonie n'est moins bonne qu'une autre, c'est juste celle qui convient le plus à mes valeurs à moi. Et t'as déjà eu... moi par exemple, j'ai déjà eu des fous rires inexpliqués, incontrôlables lors de cérémonies et je m'en veux énormément, même si ça reste malheureusement un très bon souvenir. T'as déjà eu un moment où tu t'es dit là c'est pas possible, il faut que je sorte? Oui. Je pense que ça arrive à tout le monde. Maintenant, t'as quand même une espèce de sensibilité qui est réduite parce que tu dois être présentable et voilà, c'est un peu, je veux pas dire militaire, mais tu dois vraiment rester droit, tu dois être présentable et tout. Mais oui, c'est déjà arrivé des moments où, un petit vieux qui est mort, sa femme, mais qui a 89 ans, qui dit des trucs qui sont complètement hors sujet, ou qui regarde le cercueil et qui dit « Oh, il est beau le cercueil !» Et alors que le prêtre est là. T'as le prêtre devant qui attend de commencer, et elle est en train de regarder le cercueil, elle enlève une petite poussière qui est dessus, elle parle à son fils d'anecdotes, et elle dit « Oui, mais maman, attends, parce qu'il aimerait bien commencer, le monsieur. » Donc oui, il y a des moments comme ça un peu marrants, mais t'essayes un peu de te retenir, et parfois, oui, des petites réflexions à gauche, à droite, où tu te dis « Putain, faut que je sorte, parce que sinon ça va pas, je vais pas m'en sortir, quoi. » Et côté organisation, je sais pas si t'es complètement là-dedans, mais est-ce qu'il y a une différence de préparation entre quelqu'un qui va être inhumé et quelqu'un qui va être envoyé au crématorium? En vrai, la différence n'est pas fondamentalement énorme, sauf qu'il faut s'arranger avec les fossoyeurs et la commune pour soit que ce soit une pleine terre, soit un caveau, soit un columbarium, ou une dispersion. Donc ça va surtout être là que ça change, mais sinon, d'une manière générale, les choses sont assez différentes, si ce n'est que quand t'es sur une crémation, tu dois aller jusqu'au crématorium, tu restes avec la famille, tu dois attendre plusieurs heures que la crémation soit faite pour récupérer les cendres. Parfois ça se fait même pas dans la même journée. Parfois on part avec la famille, on laisse le défunt là, et les inhumations, les incinérations de nuit ont lieu, et elles sont même moins chères d'ailleurs.
parce que voilà, c'est un peu comme tout avec l'énergie, hein. Il y en a qui font des machines après telles heures parce que ça coûte moins cher. C'est pareil aussi. Donc, et on vient le rechercher le lendemain pour finir la cérémonie le lendemain. Des fois, ça s'étale sur 2 jours. Mais sinon, en vrai, l'organisation n'est pas si différente que ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en tout cas, Ah oui, 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 clairement. et pluridisciplinaire aussi. Complètement, on est quasiment toujours à 2, hein. C'est rare quand on est tout seul. Maintenant, de nouveau, quand on va au crématorium, bah, souvent, oui, on est tout seul parce qu'il y a des gens qui travaillent au crématorium et qui t'aident à sortir le cercueil et qui, de toute façon, le prennent en charge. C'est pas toi qui le mets dans l'incinérateur. Donc, mais souvent, oui, on est 2, hein. Ne serait-ce que pour un enterrement, là, oui, il faut bien 2 plus les fossoyeurs. Des fois, ils sont 2, des fois, il est tout seul, des fois, ils sont 4. Ça dépend aussi de qui est disponible, dépendant des autres missions, des autres travailleurs. Et moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une différence entre les corbillards. Si l'occupant est un homme, une femme, un enfant, l'extérieur apparemment change. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, ça dépend peut-être des entreprises. Nous, en l'occurrence, non. En l'occurrence, nous, les corbillards sont quand même assez flexibles. Si c'est par exemple un enfant et que le cercueil est plus petit, bah, à ce moment-là, on adapte l'intérieur. C'est des cales, en fait, qui maintiennent le cercueil en place. Bah, juste, on recule la cale plus près de manière à ce que ce soit pour un cercueil plus petit. Sinon, non, nous, on a des corbillards qui s'utilisent de la même manière pour tous. Mais parfois, les familles ont des demandes un peu plus spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui veut absolument un corbillard blanc, il peut faire cette demande-là. Bon, on doit aller le chercher, parfois même aux Pays-Bas, dans une entreprise qui loue des corbillards, parce qu'on n'a pas de corbillard blanc à disposition comme ça, parce que ça se fait parfois une fois par an, et encore, je suis gentil. Mais ça, c'est à la famille de le faire, et c'est à la famille de payer aussi la différence dans des cas comme ça. Et t'as déjà eu, parce que t'en parles beaucoup des demandes de famille, t'as déjà eu des demandes complètement folles qui te paraissent complètement illuminées, quoi. On ne penserait pas à ça. Je réfléchis. Illuminé, non. Mais il y a déjà eu des demandes. Voilà, je sais que j'étais pas encore là à ce moment-là. Il y a déjà eu une demande de, oui, moi je veux que ce soit un corbillard calèche. Donc je veux que ce soit un corbillard tiré par des chevaux. Et ça existe. Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe. C'est comme ça qu'on faisait avant. Du temps de mon arrière-grand-père, c'était comme ça que ça se faisait. Hein. On utilisait encore les chevaux pour faire ça. Maintenant, c'est sûr que si c'est pour faire 1 heure de route en voiture et que tu dis oui, je veux que ce soit une calèche, bah non, c'est pas faisable. Ou alors tu prends un truc plus proche, quoi. Mais des demandes fantastiques, il n'y en a pas eu tant que ça. Souvent, c'est des demandes qui sont assez atteignables. Et souvent, c'est des belles demandes. Voilà, par exemple, il y a un truc qui se fait de plus en plus, et je trouve que c'est vraiment joli. C'est des gens qui dessinent sur le cercueil. Il y a plein de gens qui demandent, oui, on aimerait bien avoir à disposition des marqueurs pour que toute la famille laisse un message sur le cercueil. C'est très bien. C'est magnifique. Il y a une femme un jour qui est venue et qui a dit, je veux peindre le cercueil. Et sur 2 jours, on a mis des bâches autour du cercueil, elle est venue, et elle a peint le cercueil en rouge, et elle a peint plein de coquelicots dessus, c'était magnifique. Mais des demandes vraiment où on doit dire, oula, vous abusez, non. Non, ça se fait pas trop. J'ai déjà entendu des anecdotes comme quoi, oui, ils voulaient être déguisés en tel ou tel truc. Bon, dépendant si c'est politiquement correct ou pas, on dit oui ou non. S'il veut être déguisé en Spider-Man, ça va. S'il veut être déguisé en Adolf Hitler, non. Mais voilà, c'est des choses que j'entends de très loin, que je sais même pas vraiment si c'est vrai. Et la partie la plus méconnue de ton métier, tu dirais que c'est quoi ? Bah, ça va vraiment être tout ce qui est préparation des défunts. Parce que c'est le truc qu'on veut pas savoir. Hein. Entre le moment où le défunt est plus là et le moment où il est dans son cercueil, on préfère pas penser à ce qui se passe. Mais c'est toujours fait avec soin. À aucun moment, on se dit « Oh merde, je le jette dedans, face contre terre, et puis merde, non ». On fait toujours en sorte que ce soit bien fait, ne serait-ce que par éthique, mais aussi parce qu'on a une procédure. Imaginons voilà, il y a une femme qui tombe dans les escaliers, par exemple. Imagine, tu la mets face contre terre, tu poses les vêtements dessus, et puis après on fait l'inhumation. Et 3 ans plus tard, on dit, ouais, bah finalement, il y avait des doutes, on va sortir le corps et faire une autopsie. S'ils ouvrent le cercueil et qu'ils voient ça, ça retombe sur la gueule de celui qui a mis dedans. Parce que quand on fait une mise en bière, on doit noter qui a fait la mise en bière pour qu'il y ait une trace, au cas où. Si jamais il y a un manquement qui a été fait, il faut qu'on puisse identifier qui a fait ça, quoi. Si tu devais donner les différentes étapes entre le moment où vous allez chercher un corps et le moment où vous faites une mise en bière, par exemple. Ok, bah je vais prendre vraiment le truc de base, aller chercher une personne dans une maison de repos. Par exemple. C'est vraiment la base des bases, c'est ce qu'on fait quasi tous les jours. Comme ça, tout le monde se rend un peu compte. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de trucs un peu spéciaux qui se mettent en travers.
Dans un premier temps, on nous appelle pour nous dire qu'il y a un décès à tel endroit, la famille est au courant, parfois même sur place. Ok, ben on y va avec le véhicule. On a 2 types de véhicules. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça parce que tu parlais de corbillard, mais généralement, pour aller chercher les défunts, on ne fait pas en corbillard. Parce que c'est plus pratique d'utiliser une camionnette. On a des camionnettes qui sont adaptées par des gens qui transforment les véhicules à cet effet-là, et on va vraiment avec la camionnette de base, le Vito que t'imagines. On va là-bas avec ce véhicule-là, on prend la civière, on va là-bas, si la famille est là, on discute avec. Entre-temps, ils ont eu au téléphone celui qui se chargera de tout ce qui est peut-être plus administratif. On va sur place, on parle avec la famille, ils ont sûrement 2 ou 3 questions, même s'ils auront rendez-vous avec la personne administrative qui va se charger de tout ça, le conseiller qu'on appelle. Ils auront ce rendez-vous-là pour organiser vraiment les funérailles, quel cercueil, à quel endroit, quel jour, etc. Et nous, on prend en charge le corps, on le met dans une gaine, puis la gaine, on la met sur une civière qu'on ferme aussi. On le met dans le véhicule, on va le ramener jusqu'au centre funéraire, où là, on fait le soin. Seulement quand un médecin vérificateur est passé. Dans les maisons de repos, les médecins vérificateurs, ils viennent systématiquement. Mais, par exemple, quand c'est un domicile et que c'est pour une incinération, il faut systématiquement que le médecin vérificateur passe avant qu'on touche au corps. Je vais te couper, ça sert à quoi le médecin vérificateur en fait ? Le médecin vérificateur, il va attester de si la mort est une mort suspecte ou pas. Souvent, ça va très vite. Parce que, de nouveau, si c'est une personne âgée, il regarde, ok, c'est un arrêt cardiaque, c'est bon, clair, net et précis. Pas besoin de faire une autopsie. Mais, de nouveau, l'exemple le plus concret, ça va quand même être la chute dans les escaliers, parce que c'est là que ça peut être le plus subtil, qui nous dit qu'on ne l'a pas poussé. Souvent, pousser dans les escaliers, ça veut pas nécessairement dire que ça va se voir. Donc, là, s'il y a un doute, souvent, quand c'est une chute dans les escaliers, on fait une autopsie. Sauf si on est sûr et certain que la personne était seule, mais il y a toujours ce petit doute. Donc mais de nouveau pour un cas de base d'une personne âgée qui est morte dans son sommeil, le médecin vérifie pas, s'il regarde, il dit oui, la mort est naturelle, c'est bon. Et à ce moment-là, une fois qu'on a l'autorisation, on peut faire le soin sur la personne. Une fois que le soin est effectué, on voit avec la famille, enfin non, c'est fait avant, mais soit, si la famille veut le revoir ou pas, là on le représente dans son cercueil ou non. Si c'est pas le cas, on referme directement. On le met dans le centre funéraire qui est désiré par la famille. Il y a la cérémonie, il y a la levée de corps, la cérémonie s'il y en a une. Et puis la fin, dépendant de si c'est une incinération ou si c'est unanime. Et pour tout ce qui est cercueil, vous les recevez ? C'est vraiment une marchandise que vous allez déballer ou... Ouais, concrètement c'est ça. On a vraiment une arrière-boutique où il y a des dizaines de cercueils. Et on fait pas de cercueil sur mesure, sauf si les gens le demandent et qu'ils veulent absolument un cercueil dans tel bois, un cercueil d'ébène par exemple. On n'a pas nécessairement ce genre de choses. Donc à ce moment-là, on le commande auprès d'un préparateur de cercueil qui le fait lui-même. Mais généralement non, on a un catalogue avec des cercueils plus ou moins chers, en bois plus ou moins noble, et les gens choisissent le cercueil et voilà, on le garde. Le seul moment où ça peut être un peu plus spécial, c'est si la personne est fortement corpulente ou si elle est très grande. Là, effectivement, ça va être un cercueil hors mesure qui est vraiment prévu pour cette personne-là, quoi. Tu parlais de demandes. Donc, moi, je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait de demandes un peu illuminées. Mais est-ce qu'il arrive surtout plus fréquemment qu'il y ait des demandes que vous refusiez carrément ? C'est quand même assez rare. Parce que, de nouveau, si c'est une demande qu'on refuse, c'est que c'est quand même une demande un peu spécial, rarement on refuse. Parce que rarement les gens se permettent aussi. Et rarement les gens y pensent. C'est quand même pas quelque chose... C'est pas comme un mariage, par exemple, tu le prépares, tu y réfléchis, et là, tu peux être un peu plus flexible dans tes choix et dans les choses que tu as envie de mettre en place. Là, généralement, quand il y a un décès, tu as majoritairement quand même envie d'être vite débarrassé de cette épine et de ce... C'est déjà difficile de faire un deuil, mais alors d'organiser quelque chose au cours de ça, généralement, les gens n'ont pas spécialement de demande monumentale, ou alors c'est très rare. Et tu penses que c'est un métier qui a des débouchés ? Genre, si je me pointe dans un centre funéraire, je donne mon CV, je dis voilà, je suis très motivé, j'ai absolument pas peur ni rien. Est-ce que il y a moyen que je sois pris ou... Dépendant de ta motivation et du centre funéraire où tu vas, ils vont d'abord sûrement te proposer un contrat de prestataire, donc pour venir faire un test, on va dire. Mais c'est sûr qu'ils vont pas t'engager si on t'a pas vu à l'œuvre.
Parce que si jamais on t'engage et puis qu'après tu vois un corps, tu gerbes systématiquement ou tu tombes dans les pommes. Ou autre cas aussi, je sais que c'est déjà arrivé, des gens qui ont l'estomac bien accroché et tout, il n'y a pas de problème avec les défunts. Par contre, ils voient la famille qui pleure, ils pleurent avec. Donc c'est en soi, si t'es motivé et que t'as quand même un peu, pas d'expérience, mais en tout cas de conscience du domaine, tu peux être engagé, mais c'est sûr qu'on va d'abord évaluer si t'es apte pour, aussi, même dans la communication avec les familles, hein, si tu sais pas aligner deux mots sans être désagréable ou que tu sais pas parler, non, on va pas t'engager, ça sert à rien. Est-ce que vous avez des méthodes types à respecter? Une espèce de procédure, un protocole? Vis-à-vis de... Vis-à-vis de tout? Oui, on a un protocole pour tout. On a un protocole pour tout, un truc type, quoi. Comme j'ai expliqué pour comment on prend en charge un corps vraiment du début à la fin, on a des procédures pour tout, oui, même pour les soins, on a des procédures aussi. Donc oui, tout est procéduré, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un espèce d'organisme de contrôle, un peu l'AFSCA des morts, si je puis dire? Pas spécialement. Non, une AFSCA des morts, je ne pense pas. Ça va surtout être... oui, si après on doit exhumer le corps pour faire une autopsie, par exemple, là, effectivement, c'est le cas, quoi. Mais sinon, non, généralement, le cercueil, une fois qu'il est en terre, il est en terre. On va pas le recontrôler après. On ne le sortira qu'à partir du moment où la sépulture ne sera plus payée, ce qui est normal. À un moment donné, je veux dire, tu payes pas la sépulture de tes arrière-grands-parents non plus, quoi. Non. Donc il y a un moment où c'est fini. Tu trouves qu'il y a une forte charge émotionnelle quand même dans le métier? Ça dépend vraiment de chacun. Par rapport aux familles, par rapport aux défunts, Par rapport à toi. Toi, tu te dis, tiens, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quand même costaud émotionnellement pour moi. Ouais, bah oui, hein, y a quand même des moments où tu te dis... Mais tu dépersonnalises un petit peu hein, quand t'es sur place, et puis tu prends un peu de recul et tu te dis, oui, quand même, c'est chaud. Maintenant, voilà, il y a des situations qui te piquent le cœur un peu plus que d'autres, quoi. Notamment quand c'est la question souvent qu'on me pose, est-ce que t'as déjà eu à faire quelque chose au sujet d'un enfant? Oui. Mais effectivement, là, c'est un peu plus dérangeant, c'est pas normal, c'est contre nature. Mais moi, je vais plus loin, parce que quand on dit enfant, on pense systématiquement à l'enfant, le petit être humain. Mais le plus dérangeant pour moi, c'est les enfants. Mais quand je dis les enfants, c'est les enfants d'eux. C'est horrible de voir une maman qui pleure son fils, même quand son fils a 30 balais. Ça n'a pas d'importance, ça reste un enfant pour elle. Et c'est là les moments où moi, ça fait un peu plus mal au cœur, c'est quand on entend une maman qui pleure la mort de son fils. C'est pas normal. Et ouais, ça va être dans ce moment-là, mais ça va pas spécialement être dans tout ce qui est plus trash. Je suis dans tout ce qui est physique. Je rentre chez moi, je pas de problème, je n'y repense pas en me disant quelle horreur, j'ai vu un mec exploser par un train. Bah, voilà, mais ça c'est moi. Il y en a, ils en auront peut-être plus rien à foutre d'entendre la maman qui pleure et ils seront marqués pour la soirée, voire même pour la semaine, voire même pour le mois, voire même pour la vie, d'avoir vu un corps dans tel ou tel état, quoi. Et vous êtes toujours au courant de la cause du décès? Non, on n'a pas à le savoir. On n'a pas à le savoir, et d'ailleurs, le certificat de décès, on ne peut pas le consulter. Légalement, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a le serment d'Hippocrate, quoi, concrètement. C'est des médecins qui établissent un diagnostic et on n'est pas censé le savoir. Maintenant, ça dépend des cas. C'est sûr que si c'est une pendaison, on sait de quoi la personne est morte. Mais de nouveau, une personne âgée qui meurt dans son sommeil, on ne sait pas de quoi elle est morte et ça n'a pas d'importance. Dans l'autre extrême, si c'est un meurtre, par exemple, on ne peut pas avoir les informations non plus de ce qui a tué la personne. Si c'est par exemple plusieurs coups de couteau, on va pas nous dire « Oui, c'est le 14e coup de couteau qui a été porté à tel endroit qui a causé la mort. » Non. Donc, le plus souvent, non, on sait pas ce qui a causé la mort des personnes. On parlait tout à l'heure d'une funéraille type, je veux dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais les funérailles personnalisées, vraiment des trucs un peu... je veux pas dire loufoque, mais avec des demandes assez particulières, ça arrive quand même plus souvent que ça ou pas? Les funérailles avec des demandes loufoques, il y en a de temps en temps, mais de nouveau, c'est jamais quelque chose de très de méchant, quand je dis de méchant, je veux dire de compliqué pour nous. Mais par exemple, un truc qui nous avait tous marqué un peu dans l'équipe, c'était une famille qui a dit voilà, nous ce qu'on veut, c'est faire une fête. Donc on a loué tel endroit.
amenez-nous le cercueil pendant 4-5 heures, et voilà. On l'amène là-bas, il y avait des food trucks, il y avait un truc avec, il y avait un marchand de glace, il y avait un truc qui faisait des pains saucisses, il y avait plein de trucs de peinture pour que les enfants puissent peindre le cercueil. Ils avaient fait carrément une grande table avec un atelier dessin pour les enfants, dessiner. Je crois que c'était une animatrice ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, ou une prof. Et tous les enfants avaient dessiné des trucs, ils avaient placardé sur les cercueils. Et 4-5 heures plus tard, on revient, le cercueil, il est coloré de partout. Il y a des dessins partout posés sur le cercueil qu'ils ont mis dans une enveloppe après, mais voilà. Et voilà, mais merci beaucoup, vous pouvez le reprendre. Ça, c'est des demandes loufoques, mais on n'a pas de problème avec ça, c'est sympa. Alors oui, c'est une organisation différente, mais on le fait avec plaisir, c'est bien. Je trouve que c'est beau comme genre de truc. Je sais pas si on t'a déjà posé la question, mais toi, tu voudrais quoi comme funérailles? Souvent, quand tu demandes à la pompe funèbre ce qu'il veut comme funérailles, c'est très chiant comme réponse. C'est très chiant parce que j'ai pas encore vu d'entrepreneur de pompe funèbre, de croque-mort, qui est hyper croyant. Ou qui a vraiment qui est spirituel ou quoi. Il y en a pas beaucoup. Parce qu'on est quand même confronté au truc. Et ça, c'est une question qu'on me pose, par exemple. Est-ce que t'as déjà eu affaire à des trucs un peu paranormaux? Des fantômes ou des trucs comme ça? T'es quand même face à la mort. Que dalle. Et j'ai jamais entendu aucun pompe funèbre dire « Oui, moi j'ai eu ça, j'ai eu tel truc. » Rien. Que dalle. Alors qu'on est quand même à la source. Mais moi, je voudrais quoi comme funérailles? La seule réponse que je dis, systématiquement la plus courte, c'est ce qui coûte le moins cher pour ceux qui restent. Moi, c'est à ça que je pense. Des funérailles, ça coûte cher. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est souvent considéré comme tabou que de le dire. Moi, par exemple, et c'est pas un jugement sur les gens qui le font, il n'y a pas de souci. Les fleurs à un enterrement, je trouve que c'est du gaspillage d'argent. Parfois, t'as des... Alors, 4-5 fleurs, il n'y a pas de problème. Mais parfois, moi, je suis déjà arrivé à des trucs où il y avait 50-60 fleurs. Parce que c'est des gens qui ont de l'argent, mais tu te dis, putain, c'est des gens qui ont payé des thunes de fou, déjà pour l'enterrement, mais aussi pour les fleurs. Parce que les fleurs, ça coûte très cher. Des montages, petits ou grands, c'est cher. Tout ça pour qu'au final, c'est des fleurs qui vont pourrir sur la tombe, et qui vont voir juste 3 jours. 50-60 fleurs, vous savez même plus les mettre dans le salon funéraire. Alors, dans ces cas-là, tu vas dans un centre funéraire où il y a un plus grand salon, et si c'est pas le cas, eh ben, tu les mets dans un autre salon à côté, que tu réserves pour les fleurs. Et à ce moment-là, pour l'enterrement, tu mets des fleurs sur le corbillard, et tu prends un autre véhicule, soit une camionnette, soit un autre corbillard, pour mettre des fleurs dessus, uniquement, et qui ne servira qu'à transporter les fleurs. Il y a un type de corbillard qui s'appelle les chars à fleurs, qui ne servent qu'à ça. C'est concrètement, il faut imaginer un pick-up, vraiment, donc t'as l'avant, et puis t'as vraiment le creux comme un pick-up, et il ne sert qu'à charger des fleurs. Et toutes les fleurs qui sont déposées dans le salon, vous devez les amener? Ah oui. Toutes. Toutes. Ah ouais, c'est incroyable. Oui, toutes. Mais après, ça dépend. Il y a des familles qui vont dire oui, ces fleurs-là, elles vont rester à l'église et on les récupérera après. Enfin voilà. Parfois, il y a même des gens qui récupèrent les fleurs eux-mêmes. Il n'y a pas de problème, ils en font ce qu'ils veulent. Mais dans la majorité des cas, oui, on les transporte toutes. Donc déjà, on les met toutes dans le salon, toutes dans les véhicules, puis toutes au cimetière. Et alors là, voilà, tu sais pas les mettre au-dessus du trou parce qu'il faut mettre le cercueil dedans. Mais aussi, voilà, des fois ça déborde un peu sur la tombe d'à côté. Tant pis, c'est comme ça. Moi, mes funérailles. Oui. Les moins chers, donc je disais le moins cher pour ceux qui restent. Parce que moi, je pars du principe que quand je serai mort, je serai plus là. Et j'ai pas envie que ça coûte une thune de malade pour les gens qui vont rester. Donc moi, pas de fleurs, incinération, cérémonie si les gens veulent parler de moi, mais ça, je m'en fous, je serai plus là pour le voir. Donc moi, mon truc, c'est vraiment la base et l'incinération parce que c'est le moins cher. On parlait beaucoup de cercueils, évidemment. Moi, j'ai 2 questions. La première, un cercueil, c'est composé comment? Généralement, c'est juste, donc, t'as vraiment le caisson en bois, le couvercle en bois, et à l'intérieur du caisson, il y a un capitonnage. Donc c'est un tissu, souvent un peu, je trouve que c'est très vieillot, mais ça c'est mon avis personnel, un peu à froufrou qui est à l'intérieur, pour garnir un peu le cercueil, pour que ce soit joli et pas juste une boîte en bois, quoi. Et souvent, c'est juste ça. Et à l'intérieur, tu as aussi du coup une couverture qu'on met au-dessus du défunt et un coussin sur lequel on met la tête du défunt. C'est rarement plus élaboré que ça. Maintenant, il y a des cercueils un peu plus extraordinaires, un peu plus spéciaux, un peu plus design. À ce moment-là, il peut y avoir des choses supplémentaires, mais c'est rare. Et il y a des poignées sur les côtés des cercueils pour pouvoir les transporter plus facilement. Quoique pas sur tous les cercueils.
Et du coup, si tu veux un emblème sur ton couvercle, bah ça, c'est nous qui le rajoutons après. Si tu veux une croix, bah on la met. Si tu veux pas de croix, on la met pas. Si tu veux un autre symbole religieux, on le met. Si tu veux un autre symbole que toi t'amènes, bah on le met, y a pas de problème. Et donc, du coup, deuxième question sur les cercueils. Il n'y en a pas qu'en bois. Non, il y a de tout. Un peu. Il y C'est-à-dire... a les fameux cercueils en carton, dont on entend beaucoup parler, qui sont, on va pas se mentir, très chiants à manipuler, mais qui voilà, sont une vocation un peu plus écologique. Moyen, sachant que bon, c'est quand même des cercueils en carton qui sont bardés de colle pour que tout tienne. Colle qui est quand même pas très écologique non plus. Maintenant, bah voilà, j'entends beaucoup parler aussi de cercueils en mousse qui se désagrègent eux-mêmes. Nous, on n'en a pas, même peut-être dans des pompes funèbres un peu plus spécifiques. Mais sinon, globalement, oui, si, c'est du bois, hein, quasiment à chaque fois. Et du coup, t'as les cercueils en zinc qu'on met à l'intérieur des cercueils en bois pour les caveaux. Et là, à ce moment-là, bah, le cercueil est juste, bah, c'est la même chose que celui en bois, sauf que c'est du zinc et qu'il est un peu plus petit puisqu'il faut le mettre dans un cercueil en bois. Tu peux pas le mettre tout seul. Il doit y avoir une armature autour. Et à ce moment-là, pour le fermer, bah, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font une soudure. Donc tu dois vraiment souder avec un fer à souder. Ou nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une soudure à froid. C'est juste, ça fait bizarre. Soudure à froid, tu te dis, ouais, à quoi ça ressemble? Tu mets du collant. Tu prends du collant, tu mets du collant. C'est tout. Et c'est un collant en aluminium qu'on met vraiment sur le bord du cercueil pour qu'il reste fermé. C'est considéré comme une soudure. Parce que si tu le fais bien et qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'aération, donc c'est une soudure. Oui, c'est ça doit être quand même assez hermétique. Ah, il faut que ce soit absolument hermétique. Ça, c'est sûr. Tu dois absolument le mettre hermétique. Le cercueil en zinc, il est designé pour faire en sorte que le corps sèche. Et pas qu'il devienne un tas de bouillie décomposé. Non, c'est fait pour qu'il sèche et que si jamais un jour on doit sortir, enfin, le jour où on va sortir, parce qu'il n'y a pas de si jamais, tous les corps vont sortir de leur sépulture à un moment donné. Le jour où on va le faire, bah, il faut que ce soit une momie, concrètement, qui est toute sèche. Tu parlais tout à l'heure des phénomènes paranormaux. Oui. Que tu n'as absolument pas vécu. Que dalle. Cependant, est-ce qu'il y a quand même un moment où tu as eu peur? De quoi? D'une situation, d'un bruit, ça t'a fait sursauter dans la pratique du métier, quoi. Alors, ça va être des peurs très tangibles. C'est-à-dire que quand t'arrives avec le corps, que tu le mets sur la table et que t'entends que dans le beat, ça fait... Tu te dis, super, il va y avoir de quoi nettoyer. Ça, c'est la première peur. C'est con, mais voilà. Mais voilà, tu parles de ça. Donc, un corps que tu manipules fait du bruit. Ça dépend de l'état, mais oui. Souvent, c'est quand ils sont frais, parce que à ce moment-là, bah, tout est encore un peu en train de travailler. Ça commence tout doucement à s'arrêter, à s'éteindre, on va dire. Mais oui, voilà, quand t'as un défunt que tu le manipules, tu dois le relever ou quoi, bah, des fois, t'entends des petits bruits dans le ventre, t'entends un petit... Parce que y a de l'air qui reste dans les poumons, il y a des choses comme ça. Donc oui, ça peut faire du bruit. Il peut y avoir aussi, ben voilà, quand tu le manipules un peu trop, ben ça peut un peu se laisser aller en bas aussi. Donc oui, des fois, il y a des petits bruits. Et ça fait un peu peur parce que tu te dis, putain, je vais devoir nettoyer après. Même si on le fait quasi systématiquement. Hein, les défunts, on leur met tous des couches. Ah quasiment, ouais? Quasiment. Souvent, quand ça dure quelques jours, qu'on sait qu'on va l'avoir quelques jours, oui, on met une couche de protection, quoi. Pour adultes. Parce que, des fois, bah, voilà, quand ça se laisse aller, ça se laisse aller. Et pas autant que ce soit dans une couche que dans les vêtements fraîchement amenés par la famille, quoi. Oui, dans le cercueil aussi. Et le cercueil, ça va, parce que c'est vrai que je le précise pas, mais quand on met un corps dans un cercueil, il est dans une gaine. Ah oui, ok. Automatiquement. On met toujours le corps dans une gaine pour protéger le cercueil, parce que de nouveau, s'il se laisse aller ou qu'il commence à se décomposer, bah là, bah, ça peut effectivement entacher le cercueil ou même l'abîmer. Donc oui, on met toujours une gaine, toujours, voire même deux. Deux, c'est quand c'est pas un zinc. Quand c'est un zinc, c'est une gaine. Quand c'est pas un zinc, on met une gaine tirette et une gaine avec un cordon pour serrer. Donc oui, voilà, des fois ça fait du bruit. Et la question, c'était s'il y avait des trucs qui me faisaient peur. Oui. Il y a eu une fois une petite anecdote d'un truc qui m'a fait flipper. Quand je faisais le soin d'une dame âgée qui avait... J'aime dire qu'elle n'avait pas de dents, elle avait des chicots. C'est-à-dire que les dents étaient complètement pétées. Voilà, c'était vraiment une vieille dame avec une hygiène buccale assez approximative. Et du coup, voilà, je reconstruis un peu la bouche parce qu'il manquait des dents et tout ça. Et donc, je mets une pince et machin. Et à un moment donné, je tends
un truc qui tombe. Je dis, qu'est-ce que c'est, quoi? Et je regarde, et en fait, en mettant la pince, j'avais fait tomber une dent, qui est tombée en dehors du défunt. J'étais, oh putain, qu'est-ce que je fais avec ça? Du coup, je l'ai remise dans la bouche. Et voilà, pas qu'elle soit en kit non plus, quoi, pas mettre la dent dans la poubelle. Mais voilà, donc oui, ça c'est des petites peurs, mais on n'a jamais de peur, quoi. Ça, c'est... non. Et t'as déjà vécu une cérémonie marquante? Ça, je veux dire, la cérémonie qui t'a le plus marqué. Alors c'est un truc un peu simple, mais donc c'était une jeune femme, elle devait avoir une trentaine d'années, elle s'était suicidée. Et tout se passe comme d'habitude. Et puis au moment de la cérémonie, ses amis avaient fait une vidéo commémorative d'elle, où ils ont diffusé plein de moments de sa vie, qu'ils avaient filmés, des moments où ils étaient en groupe et tout ça. Et le fait de voir cette personne que tu as vue morte, que tu as dû faire le soin, tu l'as déshabillée, tu l'as manipulée en tant que corps, le fait de voir que elle riait, elle parlait, d'entendre sa voix, c'est un truc où là, c'est bête à dire, tu prends conscience qu'elle était vivante. Parce que quand t'es dans ce milieu-là, c'est un peu, je vais pas dire à la chaîne, mais tu t'attaches pas au corps, quoi. Ils sont là, ils vont partir, voilà. Mais là, le fait de voir, d'avoir manipulé le défunt et puis de voir des moments de vie, ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que tu te dis, ah ouais, ok. Il y avait vraiment un truc. En plus, c'était une personne jeune, c'était une personne âgée, ça ne m'aurait peut-être pas fait la même chose, mais là, tu te dis vraiment, ouais, c'est... On travaille dans la fin de vie de gens qui ont des rêves, des envies, des valeurs, et ça, c'est le moment qui m'avait un peu retourné. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Même type de question, est-ce que dans des cérémonies, il y a des musiques qui t'ont marqué? Oh, il y a des musiques qu'on entend tout le temps. Alors, quand je dis qu'elles m'ont marqué, alors, en deux temps. D'abord, on va commencer par celles qui me font chier. On entend toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Quel style? Déjà, évidemment, les musiques religieuses, les Ave Maria et les machins comme ça, on les entend tout le temps. Mais beaucoup de vieilles musiques françaises, beaucoup de Johnny Hallyday, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, et tu les entends, à un moment donné, t'en as marre, quoi. Il y en a une, mais je ne la connais même pas, mais je ne l'entends que là et j'en peux plus. Mais les musiques religieuses, ouais, non, c'est le pire. Ah, attention, il y en a qui sont bien, mais sinon... Dans l'autre extrême, il y a des moments un peu particuliers. Je me rappelle d'une fois où c'était l'enterrement d'un grand avocat dans une grande église. Il y avait des centaines de personnes. Je n'exagère pas, l'église était pleine. Il y avait des gens qui étaient debout tellement il n'y avait pas de place dans l'église. C'était quelqu'un d'apparemment très connu dans la région. Et donc du coup, on amène le cercueil au milieu du cœur de l'église, donc vraiment là où le prêtre fait son office. Et puis à la fin, on revient près du cercueil et on l'escorte à la sortie. Et à ce moment-là, ils nous mettent les Valkyries. Et donc t'es là avec le cercueil et t'entends et tu te dis waouh, c'est une sortie où tu te dis c'est tellement trop, tu te dis vraiment c'est waouh, c'est énorme de sortir sur les Valkyries, mais bon, je trouvais que ça faisait un peu un but de soi-même, mais c'était marrant parce que du coup là tu sortais encore plus droit, t'as le dos droit et t'es c'est porteur, quoi. Un petit peu, t'as presque envie de le tirer et de courir avec, quoi. Mais voilà, quoi, c'est marrant. Mais dans les musiques, oui, souvent c'est des musiques douces et religieuses et souvent pas très intéressantes. Mais quand c'est des trucs comme ça, non, c'est sympa. Ce métier, est-ce qu'il t'a appris quelque chose sur la vie? Parce que c'est un métier de mort, certes. Ouais. Mais est-ce que il t'a appris des valeurs, quelque chose que tu n'aurais pas eu sans ce métier? Je pense pas que ça m'a appris des trucs, mais ça a renforcé des choses. Moi, je suis quelqu'un je suis pas carriériste pour un sou, du tout. Le monde du travail, c'est quelque chose qui, je vais pas mentir, me fait chier. Et le fait d'être en contact avec des gens qui sont morts, et surtout avec les familles, ça me fait me rendre compte que le travail, c'est pas tout, et que parfois, il y a des gens qui se butent au travail, alors qu'il y a d'autres choses à investir que le monde du travail. Et j'entends beaucoup de trucs du genre, oui, t'as travaillé toute ta vie, t'as pas su profiter, machin, maintenant tu peux te reposer, tu te dis, waouh, ok, donc le gars n'a jamais pu profiter de sa vie, soit parce que il a été élevé dans une culture du travail très présente, soit parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir penser autrement et que le travail était un moyen de survie et pas tant de vivre. Et c'est là que tu te dis, ouais, non, la vie, avec la vie, il y a plus que le fait de travailler. Et ça, c'est quelque chose que je pensais déjà avant, mais qui est encore plus renforcé parce que je me rends vraiment compte qu'il y a plein de gens qui profitent pas assez de la vie et qui meurent avant de pouvoir même profiter, ne serait-ce qu'un peu, de leur vie. Quoi, par
parler on-dit parce que c'est ce que tu Beaucoup entends. les discours des familles. Hmm. Ça va beaucoup être sur les discours des familles. Dans les cérémonies, il y a toujours un moment où tu as un ou deux, voire même plus. Des fois, il y a une quinzaine de prises de parole des familles. Et c'est dans ces moments-là que tu entends ça. Maintenant, les prises de parole des familles, moi, souvent, on blague un peu là-dessus parce qu'elles se ressemblent toutes. Et elles sont souvent un peu chiantes, je trouve. Et je trouve que les gens sont très superficiels dans les discours qu'ils peuvent avoir. Genre si c'est, je sais pas, oh mamie, je me souviens des dimanches quand tu faisais du pain perdu. Ça va être que des petits trucs comme ça, des moments qui sont un peu... que tout le monde vit. Impersonnel. Voilà. Et c'est rare quand j'entends un truc et je me dis, ok, là, il y a vraiment eu un moment... Là j'ai entendu une tranche de vie vraiment marquante. Il y en a qu'un seul qui m'a fait ça. Un seul. C'était donc un monsieur d'une 80 ans à peu près qui décède. Et c'est son fils qui prend la parole. Il doit avoir une 60aine d'années, donc voilà. Et il vient au micro. T'as tout le monde qui a dit des trucs très... Oui, je me souviens quand on partait en vacances au ski. Je me souviens quand... je sais pas, quand tu venais nous chercher à l'école. Et lui, il débarque et il dit, moi, je me souviens, j'avais 5 ans. Il dit, je vais faire vite parce que je n'ai qu'une chose à dire, un seul souvenir à partager. J'avais 5 ans, je regarde par la fenêtre de la cuisine et je vois un bel oiseau bleu qui est sur une branche. Et j'appelle mon papa qui est très amateur d'oiseaux et il vient et il regarde l'oiseau et il dit, ah bah ok, bah je vais aller chercher un livre et on va voir quel oiseau c'est. Et il sort un guide ornithologique et je regarde avec mon papa ce que c'est comme oiseau. Et à ce moment-là, je découvre que c'était un martin pêcheur. Et à ce moment-là, mon papa me tend le livre et il dit, bah tiens, tu peux garder le livre, c'est à toi. Et là, le fils sort de sa poche le fameux livre. Mais un vieux livre, sûrement des années 60. Le livre est tout poussiéreux, les pages sont jaunes. C'est vraiment un vieux, vieux livre. Et il dit, et depuis ce jour-là que mon papa m'a donné ce livre-là, j'ai eu une passion énorme pour les oiseaux. Aujourd'hui, j'ai encore des oiseaux, j'étudie les oiseaux, c'est ma passion principale. Et il dit cette phrase qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, c'est « J'avais 5 ans et je ne me rendais pas compte qu'à seulement 5 ans, j'avais reçu le plus beau cadeau de ma vie. Merci, papa. » Et il descend et je me dis « Oui, ça, c'est ce que je veux entendre. Ça, c'est un moment tranche de vie où je me dis ça, c'est vraiment quelque chose de personnel qui me permet, moi, quelqu'un qui ne le connaît pas, d'appréhender un peu le genre de personne que c'était. » Mais c'est une minorité monumentale dans les discours de famille. T'auras un conseil à donner à quelqu'un qui a peur de la mort? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une peur qui est quand même un peu rationnelle. C'est quelque chose qu'on vivra tous à un moment donné. Et c'est difficile de rassurer quelqu'un qui a cette peur-là. Mais moi, ma vision, c'est que la mort, ça fait partie de la vie. C'est une étape qu'on devra passer. Peut-être que j'en aurai peur plus tard quand je vais m'en rapprocher. Mais le seul truc que je me dirais, c'est pas tant pour rassurer, mais c'est que faut profiter de chaque moment. Moi, j'ai l'impression de courir après le temps en permanence et que quand je vis une journée où je fais rien, je me dis, oh là là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'avais envie de faire ça. J'ai envie de vivre le plus de choses possible avant de mourir. Et je pense que la vie, elle est faite pour ça. C'est le fait de vivre le plus de choses possible avant de mourir. Et ça rassure pas nécessairement, mais ça va plus être de l'ordre de profites-en et ne te soucie pas de quelque chose sur lequel tu ne peux rien faire. Tu peux pas faire reculer la mort. Elle viendra à un moment donné. Donc profite de la vie en attendant. Moi, il y a une question que j'aime bien, c'est on a tous une part d'enfant en nous. Tu ferais comment si tu devais expliquer ton métier à un enfant? Oh! Bah, je me mettrais à la hauteur de l'enfant et je lui expliquerais, je lui dirais, écoute, à un moment donné, les gens meurent. Et c'est quoi le fait de mourir? C'est le fait de dormir pour toujours. J'aime pas l'idée de dire monter au ciel parce qu'il y a une teinte religieuse à ça, et vu que je suis pas religieux, bah, voilà, je trouve que le fait de dire dormir pour toujours, il y a une notion non seulement douce parce que c'est le fait de dormir, mais aussi neutre parce que ça a fait. Et que moi, bah, je m'occupe des gens qui dorment pour toujours, dans le but de les amener à l'endroit où ils dormiront pour toujours dans les meilleures conditions. C'est joliment dit. Bah voilà.
C'est ce qu'il faut faire avec les gosses. Tu trouves qu'il y a des clichés sur les entrepreneurs de pompes funèbres? Oui. Oui, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup, mais c'est un sentiment en plus que je ressens de la part des gens. C'est que souvent, quand t'as pas été en contact d'un entrepreneur de pompe funèbre, t'as un peu la vision du pompe funèbre comme celle d'un vautour. Et j'aime pas ça parce que je trouve que c'est triste. J'ai l'impression qu'on voit des fois les croque-morts comme... ils sont là dans leur costume noir, dans les couloirs d'un hôpital, à guetter, à attendre d'entendre bip et de se ruer sur le cadavre pour pouvoir le prendre et se faire de l'argent dessus. Je trouve que c'est triste. Alors, évidemment que le milieu de la pompe funèbre, c'est un milieu commercial, c'est un fait. Faut bien nourrir les gens qui travaillent dedans, c'est des entreprises. Voilà, évidemment qu'il y a une notion mercantile dedans. Mais, pour moi, avant tout, c'est un travail social. Non seulement avec les familles, mais même avec le défunt. Même s'il est mort, c'est une fonction sociale, entre guillemets. Donc, je dirais que ce cliché, ouais, c'est vraiment le cliché du croque-mort qui veut s'approprier le cadavre le plus vite possible pour se faire des thunes dessus. Alors que je trouve que c'est un métier qui est beau, parce que c'est le métier qu'on est obligé... que toute notre société humaine, depuis son existence, a été obligée de faire. Le fait de se débarrasser des morts tout en conservant leur mémoire, c'est un beau métier. C'est un métier qui ne mourra jamais. C'est typiquement le genre de métier que l'IA ne pourra jamais remplacer ou quoi que ce soit. C'est impossible. Donc voilà, et ça, c'est un cliché qui me dérange un petit peu. Et tu parlais beaucoup de ton détachement, du fait que pour toi, le défunt n'était que de passage, que voilà, pour toi, ce n'était plus quelqu'un de vivant, que ce n'était plus, la personne n'était plus là. Est-ce que c'est ta façon de t'habituer à ce métier? Est-ce qu'on s'y habitue vraiment à ce métier aussi? S'habituer à quoi? Au contact avec le contact avec la mort. Le contact avec la mort ou le contact avec un mort? C'est con, mais c'est une différence. Les deux, je pense. Le contact avec un mort, en vrai, c'est facile parce que, de nouveau, je mets de côté tout ce que je peux ressentir vis-à-vis d'une personne, parce que pour moi, tout ce que je vois, c'est il faut le rendre le plus présentable possible pour la famille. C'est plus cette notion-là. Le contact avec la mort, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se disent que la mort, si on en parle, on l'attire. Et quand on est dedans, on pourrait se dire que c'est pesant d'être constamment entouré de morts, de voir des cadavres, parce que des fois, on en a plusieurs dans un même endroit. Donc des fois, effectivement, t'arrives à un endroit et t'as... Oh putain, le matin, t'arrives, il est 8h, tu vois que la nuit, ils ont pas chômé alors qu'ils étaient de garde, donc ils sont allés chercher plusieurs défunts. La mort n'est pas si pesante que ça, parce qu'elle n'existe pas, entre guillemets. C'est pas un état, c'est un concept, mais qui a pas vraiment de fondement. Justement, c'est un milieu qui est assez... on est très marrants les uns avec les autres. C'est pas un milieu pesant du tout. À aucun moment, je suis arrivé en me disant « Ouais, ok, là, la mort, elle est là, quoi. » Je me dis juste « Ouais, non, il y a des défunts, il faut s'en occuper pour qu'on les oublie pas. » Et tu disais souvent qu'on te posait la question, mais comment pouvez-vous faire ça quand on découvre ton métier? Est-ce qu'il y a quand même des réactions plus excentriques, je vais dire, des gens qui peut-être se détachent de toi? Parce qu'il y a cette peur de la mort, donc du fait aussi des gens qui travaillent dedans. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, vraiment ressentir une distance après que tu aies dit ça? Ouais, ça, vite fait. Mais ça va pas être une distance envers moi, mais ça va être une distance envers le sujet. Ça va être « Ah ok, tu fais ça, on n'en parle plus. Parlons d'autre chose. » Ils vont pas le dire texto, mais c'est ce que je ressens. Je vois vraiment le truc de « Ok, il fait ça. » Tu vois vraiment le fight or flight qui est là et qui est en mode « Je ne veux pas avoir affaire à ce concept. On parle d'autre chose. » Et à ce moment-là, je vais pas plus loin. Ça sert à rien de mettre les gens mal à l'aise non plus. C'est pas le but. Tu disais beaucoup, enfin tu viens aussi de le dire, qu'il y a de l'humour au travail. Oui. Et j'imagine, en tout cas dans le milieu médical, l'humour est souvent très trash. Oui. J'imagine que le vôtre aussi. Oui, bien sûr. T'as un exemple, un truc Ça va plus être dans des situations, on se moque pas des cadavres non plus, on va pas dire « Oh, lui, il a un gros nez !» Non, on n'a pas 6 ans non plus. Mais oui, non, ça va plutôt être rire de certaines situations.
voilà, par exemple, quand on manipule des personnes qui sont assez corpulentes, mais quand je dis assez corpulentes, c'est pas oh là là, il fait 80 kilos pour 1m60. Non, ça va être, il fait 140 kilos, et là, c'est des moments un peu. Voilà, tu dois te battre un peu avec, quoi, quand tu dois l'habiller, tout ça, retourner, et tout, c'est très. Donc, des fois, oui, des fois, on en rit. Le nombre de fois où, voilà, par exemple, quelqu'un dit voilà, telle personne est décédée, elle est à l'étage, machin. Est-ce que vous pourriez me dire peut-être la corpulence de la personne pour qu'on se prépare en termes de matériel? Non, corpulence moyenne. Et t'arrives et il est énorme. Une fois, je suis arrivé dans une pièce et quand la famille est partie, j'ai regardé mon collègue. J'étais décomposé parce que je me dis putain, qu'est-ce qu'on va faire pour le descendre? J'ai dit mais c'est corpulence moyenne, oui, mais c'est un menhir, c'est pas possible, il est énorme. Donc oui, ça va être dans des trucs comme ça, mais c'est pas en moquerie, ça va être plutôt pour rire des situations qu'on vit. Ça vous arrive d'appeler des renforts? Oui. Bien sûr, c'est déjà arrivé. De nouveau, le meilleur exemple, une personne de forte corpulence qui est à l'étage, et que c'est genre, ça va jamais être dans un truc où l'ascenseur, il est énorme. Non, ça va toujours être dans une vieille baraque toute pourrie, où l'escalier, c'est un escalier en colimaçon de merde. Du coup, là, bah, évidemment, t'appelles quelqu'un, parce que, et évidemment, ça va être le seul jour où, alors moi, je suis pas très grand, je suis pas bodybuilder non plus, et je suis avec une meuf qui est plus petite que moi et qui a des bras minuscules. Je dis, mais comment je vais faire pour le descendre? Il fait 150 kilos. Donc oui, des fois, t'appelles un renfort, oui, c'est déjà arrivé. Tu le dis à la famille. La famille se rend quand même bien compte aussi de la corpulence de la personne. Voilà. Et à ce moment-là, je dis même à la famille, si on appelle les renforts, c'est aussi pour pouvoir le prendre en charge de la manière la plus décente possible. En soi, le descendre, tu sais le descendre, hein. Y a pas de problème, même à deux, hein. Y a pas de souci. Mais tu vas pas le descendre de la même manière qu'à trois. Et de nouveau, j'ai pas envie d'entendre tonk, 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 tonk sur chaque marche de l'escalier, quoi. Donc voilà. On fait ce qu'on peut. Et quand tu te gardes, mettons, le plus de défunts que tu peux aller chercher, c'est Ah bah, ça dépend des nuits. Ça dépend des moments. ton record, on va dire ça comme ça. Les gardes, c'est vraiment. Donc ça dépend des entreprises, hein. Il y en a, c'est une semaine sur deux, et pendant une semaine, t'es de garde. Je trouve que c'est abominable. Là, en l'occurrence, les fixes, ils sont de garde une nuit par semaine et un week-end sur deux. Et la nuit par semaine, elle est fixe. Et dans ces moments-là, des fois, t'as des nuits calmes où tu sors pas et où on t'appelle pas parce qu'il n'y a pas de décès la nuit. T'as des fois où à 23h on t'appelle et tu rentres chez toi, il est 4h30 du matin parce que t'en as enchaîné quelques-uns, quoi. Maintenant, voilà, le record, moi, pas beaucoup, mais il y en a, ils ont été chercher 6-7 corps en une nuit, oui, c'est déjà arrivé. Et la garde dure 8 heures. Enfin, je veux dire, c'est un cycle de travail normal. De 16h le soir à 8h le lendemain, ou alors quand c'est le week-end complet, de 16h le vendredi à 8h le lundi. Tu penses que c'est un métier qu'on peut exercer longtemps? Sans trop s'user, sans... C'est un métier quand même physique. Il y a beaucoup de gens qui... Alors, en vrai, c'est pas le physique qui va s'user. Parce que le physique, alors oui, on porte des charges lourdes, mais on les porte pas longtemps. C'est pas comme quelqu'un, qui va porter des cargaisons ou quoi, où là, c'est toute la journée. Toute la journée, il va prendre des palettes et des machins et des trucs. Là, ça va, tu vas prendre le cercueil, tu le prends d'un chariot à l'autre. Le seul moment où tu portes une charge lourde pendant longtemps, c'est si tu prends quelqu'un dans un domicile et que tu dois descendre les escaliers avec, ça va être dans ces cas-là. Mais si tu manipules les défunts ou les cercueils ou quoi, correctement, en te baissant de la bonne manière, pas en utilisant ton dos, mais en utilisant plus tes jambes ou quoi, ça va. Maintenant, quand tu le fais sur le long terme, les problèmes de dos, il y en a quand même pas mal. Ça arrive. Mais c'est un métier il y a beaucoup de gens qui le font très longtemps. La majorité des gens que je connais, qui sont peut-être un peu plus âgés, ils sont là depuis 20 ans, un truc comme ça. Donc oui, c'est un métier dans lequel beaucoup de gens restent. Et il y en a beaucoup qui disent, entre guillemets, essayer d'adopter. Parce que c'est déjà, pour être là, il faut déjà que tu sois prêt à un métier un peu particulier. Et donc, souvent, les gens y restent. Souvent, les gens y restent pendant longtemps. Être croque-mort, c'est souvent être territorial, vu que tu es attaché à une zone, je veux dire ça comme ça. Oui. Il t'est déjà arrivé d'avoir des personnes que tu connais, peut-être dans l'entourage, même un peu éloigné, ou des amis de la famille, ou j'en sais rien, et que ça arrive malheureusement que... Alors, moi, personnellement, non. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que... oui, il y a souvent des gens que les pompes funèbres connaissent qui décèdent, et là, ils prennent en charge ou quoi. Mais ce qui arrive aussi souvent, c'est que, par exemple, mettons, il y a un pompe funèbre, son papa décède, et il est sur une autre commune que là où il travaille.
Eh ben, si c'est dans la même entreprise, il peut demander et dire j'aimerais bien faire l'enterrement de mon papa. Et du coup, il va dans l'autre équipe juste le temps de cet enterrement-là parce qu'il a envie de le faire. C'est un truc qu'on accepte très facilement et qui souvent est un peu de la volonté des personnes qui aiment bien. Voilà, on est quand même dans le milieu, donc tant qu'à faire, t'as envie de prendre en charge le truc. Et ça se fait. Ça se fait. Mais oui, des gens qu'on connaît, oui, ça peut arriver. Mais moi, ça m'est pas arrivé personnellement. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Genre grand croque-mort? Oui, le seigneur croque-mort. le mange-mort. Oui, c'est ça. Une hiérarchie, oui. Oui, il y a vraiment les pompes funèbres de base, voilà, ceux qui font le métier que je fais. Il y a Après, de nouveau, tout dépend de l'entreprise dans laquelle tu es. Quand tu es dans une grande entreprise, c'est un peu différent que quand tu es dans une entreprise un peu plus réduite, qui ne travaille pas dans un grand groupe. Mais par exemple, dans un grand groupe, oui, il va y avoir les pompes funèbres, celui qui est chargé de l'équipe de pompes funèbres de la zone, puis au-dessus, tu as quelqu'un qui va se charger de genre 2 ou 3 zones. Mais souvent, quand on arrive à ce stade-là, c'est plus vraiment des pompes funèbres. Ça va être plus des patrons, mais plus des commerciaux à la limite. C'est de la gestion pure, en fait. Qui vont être dans la pure gestion. Pompe funèbre s'arrête concrètement au stade au-dessus du pompe funèbre. Ça n'a pas vraiment de nom, ou alors ça dépend des entreprises, quoi. Tu parlais de la cérémonie avec les Valkyries à la sortie. C'est quoi la cérémonie la plus folle que tu as vécue? Hormis celle-là, puisque tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y en a une où tu te dis ouais, il se passe un truc, quoi? C'est pas une classique, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir. Les seuls moments où c'est pesant et où tu te dis ouais, non, là, il y a une ambiance particulière, c'est oui, quand c'est un enfant. Hein. Quand c'est un enfant, c'est autre chose, hein. Surtout quand c'est un bébé. Parce qu'il y a une notion très, déjà, contre nature. Et puis, il y a une tristesse qui est palpable, qui est différente que quand c'est une personne âgée ou même un adulte. Donc oui, c'est spécial négativement, mais tu fais au mieux et tu montres pas si ça t'atteint, évidemment. Je veux dire, tu vas chercher des défunts, mais tu vas aussi chercher, malheureusement, pas que des défunts en maison de repos ou à l'hôpital, où ça s'est bien passé. Tu vas aussi chercher dans des cadres un peu plus lugubres ou des accidents de la route, enfin, tout à fait. Des trucs un peu moins sympas au visuel. Ta recherche la plus folle de cadavres, ça aurait été quoi? Là, je vais avoir plusieurs anecdotes, mais pas nécessairement que de moi. Parce qu'il y en a plusieurs dont j'ai envie de parler, parce qu'ils sont... C'est fou, certains trucs, on n'imagine pas. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé sur une personne qui était décomposée. C'était quelqu'un qui était décomposé dans son canapé. Donc, on arrive, déjà tu sens l'odeur, puis ce qu'on fait, nous, c'est que quand on s'occupe de personnes qui sont décomposées, tu mets une espèce d'équipement de protection. Alors, tu le mets pas devant la famille, parce que bon, c'est quand même très choquant. Si t'arrives en combinaison hazmat devant la famille, ça va les choquer. Et c'est vraiment un hazmat ou ça ressemble... Non, c'est pas un hazmat, c'est une combinaison bras, jambes, vraiment jusqu'aux chaussures et jusqu'aux manches avec une espèce de capuche un peu, qui est en tissu médical, là, un peu comme les blouses d'hôpital. Un peu comme un vêtement de peintre. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Des surchaussures pour s'il y a des fluides au sol. Des gants, évidemment, mais ça, c'est systématique. Quand on va chercher à des fins, on met toujours des gants médicaux parce que c'est quand même pas très frais de manipuler quelqu'un de décédé de toute façon. Masque et tout ça. Et donc, ce qu'on fait, on prend la civière, on planque tout dans la civière, et puis on se change sur place. Et quand t'arrives, donc moi, la première fois que je vois quelqu'un qui est décomposé, tu as cette sensation de... Et c'est pareil pour les morts violentes. Tu te prépares psychologiquement parce que tu sais que ce que tu vas voir, tu n'es pas censé le voir. Il y a une notion d'interdit, où tu vois quelque chose que personne ne voit et que personne ne veut voir. Qui est contre nature. Complètement. Et t'arrives sur place, et quand tu le vois, moi j'ai toujours ce moment où j'ai l'impression de sentir mon cœur qui tombe et qui se remet en place. Une espèce de poussée d'adrénaline qui te donne de l'énergie, mais qui en même temps te dit « Ouais, j'ai envie que ce soit fini quand même. » Et du coup, voilà, et tu dois poigner dedans. Quand c'est quelqu'un qui est décomposé, s'il a des vêtements, t'es content. Parce que les vêtements tankent toute la décomposition, tu le prends par les vêtements. S'il a pas ou peu de vêtements, bonne chance. Parce que tu dois l'attraper, il colle au sol, il colle au tissu, c'est très sale à faire. Tu mets une gaine, mais une gaine renforcée à côté, tu le mets dedans. Et ça, c'était un truc qui était assez spécial. Donc la police nous avait appelés, parce que c'est eux qui avaient dû forcer la porte. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelqu'un avait mis de la musique dans la maison.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais c'était de la musique. Et c'était une musique un peu style flamenco, espagnol. Et tu te dis, ok. Vraiment ça. Et du coup, donc on le met dans la gaine. Je dis pas aussi vite que je le dis, hein, parce que tu dois le prendre, machin, et tout qui tombe, il y a les mouches et tout ça, l'odeur, tu vois la flaque noire de fluide. Et quand tu regardes la flaque, tu vois que la flaque grouille de larves. C'est un truc, c'est trash à mort. C'est quoi, c'est un mélange de sang et... C'est de tout, de sang, de tous les fluides que tu peux imaginer. Et c'est vraiment noir, mais quand je dis noir, c'est pas noir, brun, léger. Non, c'est noir. C'est très obscur. Et on le met dans la gaine, et je remonte la tirette, je suis du côté de la tête, évidemment, qui est boursouflée, qui coule et tout. Je remonte la gaine, et j'arrive au niveau de la tête, et je sens vraiment la tirette, et en tirant, je vois le scalp qui part avec la tirette, et vraiment, je la lâche, je fais pause, et je me relève, et je ne sais pas comment, d'un espèce de réflexe, je me mets à danser tout doucement, pour essayer, je suppose, d'un peu contrecarrer le feeling. Je me dis, allez, on est reparti. Et là, et tout le temps, et tu fais, ok, c'est bon. Et oui, non, les moments comme ça, c'est toujours trash. C'est toujours trash, les moments comme Donc ça. c'est quand même des moments difficiles, même oui, bah oui, hein. Même pour quelqu'un qui côtoie la mort. Oui, bah il y a toujours des moments un peu compliqués, hein. Comme une fois, on va chez quelqu'un, et puis, qui est décomposé, mais pas à ce point-là. Hein. Légèrement, ça commence. Et je vois les pieds, parce qu'elle avait les pieds nus, et je vois que le pied est lacéré. Vraiment, il est dégueulasse. Et je me dis, lacéré dans quel sens? Mutilé? Déchiqueté et mutilé, et il manquait des orteils et tout. On le prend en charge et tout ça, et puis on demande quand même, quoi, parce que c'est quand même un peu... Oui, mais en fait, elle avait un chien, et le chien a commencé à... Il avait plus de croquettes, donc il a commencé à manger sa maman, quoi. Donc c'est des trucs un peu voilà, c'est la nature aussi, quoi. Et il y a plein d'autres anecdotes un peu particulières. Mon père est allé une fois chez quelqu'un qui est donc une femme qui est morte dans son bain. Quand on pense quelqu'un qui est mort dans son bain, on pense toujours à la même chose, le suicide avec les veines ouvertes dans le bain. C'est pas ce qui s'est passé. Ma copine prend son bain de la même manière que cette femme-là l'a fait. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est qu'elle met d'abord l'eau bouillante dans l'eau. Et puis, une fois que l'eau est un peu montée, elle met de l'eau froide pour réguler la température, au lieu de mettre directement à la température normale. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme-là, donc elle a fait couler de l'eau brûlante, elle a glissé, elle s'est cognée la tête, perdu connaissance, elle s'est noyée dans l'eau brûlante, qui a continué à couler. Vu qu'il y avait le bouchon, l'eau a continué de se renouveler, donc l'eau restait en permanence brûlante. La femme était ébouillantée, mais quand je dis ébouillantée, mon père m'expliquait que quand il la manipulait, la peau tombait comme un poulet rôti, littéralement, parce que la peau était complètement ébouillantée par le fait qu'elle est restée peut-être pendant des heures dans une eau brûlante, quoi. Et il y a plusieurs anecdotes comme ça. Et chaque pompe funèbre en aura au moins une. Des gens qui tombent de pont pour se suicider, et puis quand ils le retrouvent, oh ben ça va, il est en bon état. Et puis quand tu le manipules, tu vois que les os sont tellement défoncés qu'il y a même plus de stabilité dans le corps. Tout est flasque parce que les os sont complètement écrasés sous le poids de la chute, quoi. Des anecdotes comme ça, il y en a plein. Autant qu'il y a de pompes funèbres. Ta première descente, c'est quoi? Ma première descente? Ouais. Donc vraiment Ton premier cas quand t'as commencé à travailler? Ah, c'était un cas de base. C'était vraiment le vieux monsieur qui est mort dans son lit médicalisé. C'était chez lui. Il y avait des escaliers, donc ça m'a un peu formé à ça aussi. Et je me souviens, c'était vraiment une maison au bout d'une allée avec des arbres et tout ça. C'était une jolie maison. Et t'arrives de ce vieux monsieur qui est là et qui est mort. Bon, bah ok, on le prend en charge. On le met dans la gaine, on le met dans le truc, on le met dans le véhicule, on repart avec. Et quand on revient et que je prends la civière, je sens une odeur qui est bizarre, qui est pas normale. C'est pas une odeur de la mort, parce que le gars était mort depuis pas longtemps, mais une odeur. Et j'ouvre la gaine et je vois que le gars, il y a des fluides qui étaient remontés et qui étaient ressortis par sa bouche. Acide gastrique, peut-être du sang aussi, mais un liquide noir, dégueulasse. Et il était rempli de ce liquide noir autour de la bouche jusqu'au cou, mais vraiment, mais partout. Partout. En plus, la famille, je pense que c'était son auxiliaire de vie, je sais pas, l'avait habillé. Donc, c'était les vêtements qu'on était censé lui laisser.
Mais c'était dégueu. Et évidemment, ça va jamais être quelqu'un qui est imberbe. Hein. Le gars avait une barbe énorme, donc il a fallu frotter. Avec une odeur épouvantable. Donc voilà, c'était un joli baptême. Quoi. C'était mon premier jour. Et c'était un joli baptême. Oui, Est-ce que quand on donne un premier cas à un nouveau, on prend toujours des cas un peu classiques? Ah Oui, bah oui, hein, le plus possible. Hein, on fait crescendo. C'est sûr que déjà, t'es jamais tout seul. Même quand t'es expérimenté, hein, pour aller chercher un corps, t'es jamais tout seul. T'es au moins deux. Mais c'est sûr que oui, les premiers jours, on fait en sorte de... On va pas directement... Bon, tu viens d'arriver, allez, va ramasser le monsieur qui s'est fait choper par le train. Non, ce serait pas gentil. Ce serait dégoûter vraiment le nouveau pour rien. Et ce serait vraiment gratuit. Donc oui, évidemment, on essaye de faire en sorte que ce soit crescendo. Ça dépend aussi de la motivation de la personne et de l'expérience de la personne. Mais oui, non, d'une manière générale, c'est un truc... Et là, c'était soft, hein, c'est juste que des fois, ça arrive que des fluides remontent. C'est comme ça, c'était un hasard. Mais oui, non, il n'y a pas de... On va pas directement amener... Ça, c'est une autre question qu'on me pose, je sais pas si tu l'as. Mais on m'a déjà demandé s'il y avait des baptêmes. Ah non. On m'a déjà demandé, moi, oui, est-ce qu'en pompe funèbre, on fait des baptêmes? Genre, tu viens d'arriver, fais le truc que personne n'a envie de faire. Jamais. Ou alors, s'ils le font, pour moi, c'est des enculés. Pour moi, il faut qu'ils s'arrêtent. Parce que c'est pas drôle. C'est pas un milieu avec lequel il faut rire, non plus de nouveau. C'est vraiment dégoûter des gens pour rien. Et voilà, c'est tout. C'est pas sympa, quoi. Mais ce serait quoi le truc que personne ne veut faire? Bah oui, ça va être, je sais pas moi, de faire la mise en bière de quelqu'un qui est décomposé, ou directement de dire, change la couche du défunt qui s'est chié dessus. Vraiment, voilà, il faut faire ça d'une manière intelligente, quoi. Tu peux éduquer sur ce truc-là, sans pour autant le faire en mode, le nouveau. Non. Tu parlais beaucoup de l'humour, qui peut parfois être trash. Ouais. Aussi de la petite vieille qui raconte son histoire, qui empêche le prêtre de faire de faire sa messe. Ton plus gros fou rire? Je réfléchis, parce que ça arrive quand même régulièrement. Mais c'est rare quand j'ai des fous rires. La même qu'avec la vieille. Encore une fois la vieille. On arrive déjà chez eux parce qu'ils avaient demandé que le corps reste à domicile. Donc en gros, on fait la mise en bière et on laisse le cercueil et les gens viennent voir le corps dans le domicile. Ça se fait, s'il y a l'espace évidemment. Et mais la petite vieille, mais toutes les 5 minutes, elle me demandait, vous voulez un café? Vous voulez à manger? Tout le temps, mais toutes les 5 minutes, elle venait nous voir. C'est plutôt gentil. C'est très gentil, mais par contre, au milieu de la messe, elle se lève, elle va devant le cercueil, elle regarde le prêtre, et elle vit sa vie. Au milieu de la messe, le prêtre continue de faire sa messe calme, aussi calme qu'il peut, mais elle monte sur l'estrade, elle regarde les croix, elle regarde les trucs, et elle parle toute seule, et elle demande à son fils, regarde, c'est beau ça. C'était la même. La compagne du défunt. La compagne du défunt, qui avait 80, voire même plus. Elle était, mais t'avais même pas envie de lui dire, mamie, va t'asseoir. Tant mieux. Profite, ton mari est décédé, si tu vas bien, tant mieux, quoi. Mais c'était marrant, parce que tu te disais quand même, oui, c'est rocambolesque, quoi. Des fois, au début, le fils, à chaque fois, revenait la chercher, donc tu voyais vraiment... on aurait dit un bébé, quoi, qui allait faire ses conneries, et puis il allait mettre la fourchette dans la prise, et t'as son fils qui vient et qui fait, non, maman, reviens t'asseoir. Au bout de la 3e fois, il a abandonné. Bénil, quoi. Bah oui, Bénil. Vraiment ça. Donc oui, non, ça, c'était marrant, et en vrai, tout le monde en riait, donc il y avait même pas à cacher le fou rire. C'est justement, ça détend l'atmosphère, je trouve. Est-ce que la famille voit toujours le défunt avant la cérémonie? C'est à leur demande. C'est vraiment à leur demande. Il y en a qui veulent pas et qui disent non, vous pouvez fermer directement, mais on leur demande, est-ce que vous voulez qu'on le représente ou pas? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est au choix de chacun, et ça change rien pour nous, finalement. Je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'a appris sur la vie, le métier? Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la mort? Oh, c'est pas fun, mais qu'elle peut arriver n'importe quand, quoi. Quand tu vas chercher quelqu'un, tu vois, le gars, il a 28 ans, il a fait une crise cardiaque. Ça remet les choses en perspective, quoi. Tu te dis, ah oui, ok, le gamin, il a fait une attaque alors qu'il a même pas 30 piges, quoi. Donc c'est chaud. Pareil, pour les gens qui ont le cancer, tu te dis, ah ouais, ok, ça peut arriver n'importe quand. Donc oui, ça c'est un truc qui te remet un peu en perspective les choses. Et moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait un peu plus penser à la mort de mes proches. Et c'est
ça peut paraître mal parce que tu te dis, putain, ouais, donc ça te remet face à une vérité inévitable, mais en même temps, ça t'y prépare un peu. Et ça te permet un peu d'y réfléchir. Ma famille, naturellement, elle est assez décomplexée au sujet de la mort. Donc moi, mes parents décèdent, je sais déjà quoi faire. Je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils ont dit, je sais, parce qu'on en a discuté. Et c'est bien d'en parler. Et c'est très bien. Et pour moi, c'est un sujet qui doit être dédramatisé, même si ça reste quelque chose de dramatique. Il faut en parler. Parce que c'est pas parce que t'en parles que tu l'attires. Et parce qu'au moins, ça prépare ceux qui vont rester à ce qu'ils vont faire avec la personne. Ça enlève un poids potentiel. Et c'est une parole qui doit se libérer, je trouve. Pour toi, est-ce qu'il y a des responsabilités dans le métier que vous devez avoir, quitte même prendre ou assumer en cas de litige ou peu importe Est-ce qu'il y a vraiment une charge de responsabilité sur la bonne façon de faire votre travail, etc. Oui, énorme. Énorme, parce que la famille, entre guillemets, elle n'a que ça à faire que de nous regarder. On doit être, je ne veux pas dire qu'on doit être irréprochable, on doit l'être le plus possible. Et quand on fait une erreur, il faut savoir aussi l'avouer. Une fois, moi, l'erreur que j'avais fait, c'est que c'était un cercueil un peu particulier. Un cercueil très lisse. Donc, il n'y a pas vraiment cette forme de cercueil qu'on imagine. C'était vraiment un cercueil très, très lisse. Et du coup, il fallait mettre une croix dessus. Et pour mettre la croix, on la met toujours un peu décentrée. Ça fait un peu design. Le cercueil est très design et très moderne, un peu arrondi. Enfin, voilà. C'est moi qui mets la croix. Et je la mets bien, en apparence. Et puis, quand on le met en place, je me rends compte qu'elle n'est pas droite du tout. C'est pas dramatique, mais on le voit. Et moi, je ne voyais que ça. Et la famille l'a vu. Et la famille s'en est plaint, pas méchamment, mais s'en est plaint, en disant, oui, non, la croix, elle est quand même pas droite, enfin, franchement, vous abusez, quoi. Et c'est mon patron, du coup, qui m'a dit, voilà, je vais aller m'excuser pour nous. J'ai dit, oui, mais c'est moi qui ai mis la croix. C'est toi qui as mis la croix? Je dis, oui, mais je vais y aller. Du coup, je suis allé voir c'était le mari de la défunte. Et je vais le voir, je vais lui dire, et je lui dis, écoutez, monsieur, je viens par rapport à la croix, c'est moi qui ai mis la croix. Rien de ce que je pourrais dire ne changera ce qui s'est passé, rien de ce que je pourrais dire n'excusera ce que j'ai fait parce que c'est une erreur de ma part, mais j'en suis profondément désolé. Et là, je m'attendais à tout sauf à ça. Il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit, faire des erreurs, ça arrive. Merci de l'avoir avoué. Et c'est tout. C'est tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, ça arrive. Je suis content que quelqu'un ait pris l'initiative de venir s'excuser. Et d'ailleurs, dans le feedback qu'il a mis après, il avait mis un truc du genre 8 ou 9 sur 10. Et il avait mis, j'aurais mis beaucoup moins si le monsieur qui avait mis la croix de travers n'était pas venu s'excuser. C'est une belle leçon de vie aussi. Je trouve aussi. Donc ça t'apprend aussi finalement à assumer tes erreurs. Maintenant, voilà, toutes les familles ne réagissent pas comme ça non plus. Hein. Il y en a, tu fais un petit truc, c'est une catastrophe. Ce que je peux comprendre aussi, mais voilà, chacun gère ça différemment. Tu parlais de protocole à suivre, de marche à suivre. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment plus lourd que les autres, qui est vraiment contraignant? Contraignant, pas spécialement. Le plus minutieux, ça va être, oui, quand il y a une représentation, parce qu'il faut faire en sorte que le défunt soit le plus présentable possible, parce que là, il va vraiment être montré. C'est pas spécialement contraignant. Moi, j'aime bien le faire, donc voilà. Mais il y en a, par exemple, qui sont pas si à l'aise que ça avec les soins. Ça les emmerde un peu plus. Moi, c'est parce que moi, j'aime bien faire les soins, mais c'est pas la majorité du tout. Du tout. Donc oui, ça va être peut-être plus contraignant, mais il y a aucun truc il y a aucune charge. Je me dis putain. Mais voilà, tout est une charge compliquée, et tout est une charge simple aussi. C'est un tout. Il y a des trucs qu'on n'a pas spécialement. Voilà, moi, par exemple, tout ce qui est cérémonie et tout ça, ça me plaît un peu moins. Je le fais quand même. C'est comme ça. Chaque métier a du positif et du négatif. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre sur les souhaits des familles? C'est-à-dire C'est-à-dire, s'ils vous demandent quelque chose, est-ce que vous pouvez ajouter un peu votre grain de sel ou conseiller autrement? Ou ils demandent quelque chose, vous devez l'appliquer à la lettre? Disons que ça dépend, parce que des fois les familles vont demander des choses, mais des choses qu'on va pas nécessairement savoir faire sur le moment, donc on adapte. Je réfléchis si j'ai un exemple de ça.
Oui, il y avait un homme qui était décédé. Ils avaient demandé qu'on fasse la messe dans une église et puis qu'on fasse une autre messe dans une autre, pas une église, mais une chapelle dans laquelle il était, parce qu'il faisait partie d'un culte, je ne sais plus quel culte. Donc ils voulaient qu'on fasse à deux endroits. Et on a dit, écoutez, ça va pas être possible parce qu'en termes de timing, on ne saura pas faire l'enterrement comme il faut. Mais à ce moment-là, mon collègue avait proposé de justement faire venir l'autre paroisse dans la paroisse principale pour faire la cérémonie dans l'une ou l'autre. Enfin, faire venir la paroisse d'un côté dans l'autre. Et au final, ils ont été encore plus satisfaits que si on avait voyagé des deux côtés. Parce qu'ils ont dit, ah oui, comme ça, ils ont tous été réunis, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Oui, ça c'est peut-être la question un peu plus technique. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Mais vu qu'il y a c'est vraiment riche de façon pluridisciplinaire, Ouais. comment on s'organise un peu avec tout le monde? Via le sacro-saint tableau d'organisation. On a un tableau sur lequel on note lundi, il y a tel enterrement de telle personne à tel endroit. Et en avance, on prévoit qui sera sur l'enterrement. 2, 3, 4 personnes. Et on prévoit ce jour-là qui restera sur le terrain pour s'occuper des défunts. Généralement 2 personnes. Et c'est comme ça qu'on évolue. On évolue par rapport à ce fameux tableau qui nous aide beaucoup pour faire en sorte que tout le monde ait sa place et que l'organisation se fasse le plus simplement possible. Maintenant, il y a toujours des contretemps, un certificat qui tombe ou des trucs comme ça. Et là, on s'adapte. Mais généralement, tout est prévu d'avance de manière à ce que justement, il n'y ait pas de cafouillage. Parce que même dans une cérémonie, on prévoit généralement qui fait quoi. Parce que si jamais on commence à se marcher sur les pieds devant le cercueil, devant tout le monde, ça le fait pas, quoi. Vous allez chercher des cadavres, mais est-ce que vous nettoyez aussi un peu le lieu, qu'il soit un peu plus présentable? Alors, le centre funéraire en lui-même, c'est une agence d'entretien qui s'en occupe. Tout ce qui est salle de soins, tout ça, oui, non, c'est nous qui nous en chargeons. C'est-à-dire que quand on fait les soins, c'est moi qui... quand je fais un soin, par exemple, c'est moi qui désinfecte le matériel, désinfecte les tables aussi. Par exemple, quand le défunt, on le met dans le cercueil, on prend un désinfectant pour désinfecter la table systématiquement. Et la salle de soins aussi, on aime bien la nettoyer nous-mêmes parce que c'est quand même une salle dans laquelle il y a les défunts à chaque fois. Moi, je la désinfecte. Et je la désinfecte bien. Donc oui, il y a du nettoyage. Le nettoyage des véhicules aussi. Parce que les véhicules, ils subissent aussi la pluie, le temps et toutes sortes d'autres choses. Donc oui, on s'en occupe, et particulièrement des corbillards. Après chaque cérémonie, on les renettoie, quoi. Moi, je dis pas qu'on les nettoie à fond systématiquement, mais il faut que le corbillard arrive à un enterrement propre. Bon, pas, c'est sûr que il pleut et qu'il fait dégueulasse, c'est normal s'il est un petit peu sali, mais il faut pas que ce soit une salissure de plusieurs jours. Donc systématiquement, on nettoie les corbillards. Tu disais que tu aimais vraiment bien préparer les corps. Ouais. Concrètement, ça se passe comment la préparation d'un corps? Donc tu as le corps qui arrive dans ta salle et après. Alors, ça dépend. Je ne sais pas comment fonctionnent toutes les entreprises, mais moi je vais juste dire comment moi je fonctionne. Ça se trouve, il y en a d'autres qui font différemment. Quand il arrive dans la salle de soins, ce qu'on fait, c'est, dans un premier temps, on renettoie le corps. Pas spécialement nécessairement tout le corps, mais en tout cas le visage, les parties intimes aussi, si jamais on doit mettre une protection ou quoi. Et donc ça se passe via soit le nettoyer avec du savon, parfois un truc désinfectant si c'est quelque chose, si c'est un défunt qui est plus sale ou quoi. Naturellement, quand c'est quelqu'un qui est décomposé ou que c'est une mort très violente, on ne fait pas de soins, parce que c'est pas possible. Il n'y a rien à faire, donc il sera comme ça. Mais quand c'est quelqu'un d'un peu plus complet, on va dire, voilà, on le nettoie. On doit faire un embaumement. Et par embaumement, ce qu'on entend, c'est qu'on doit éviter le plus possible que des fluides remontent. Et donc pour ce faire, et ça c'est toujours le moment où les familles ne veulent pas spécialement savoir ce qu'on fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met du coton dans les orifices du visage, c'est-à-dire dans le nez et dans la bouche. On met ce coton relativement loin dans les orifices, ce qui fait que ça paraît un peu barbare, mais c'est quelque chose qui est fait de manière à ce que justement le défunt soit le mieux conservé le plus longtemps possible. Donc on met ce coton dans le nez et dans la bouche, et on veille à ce que les yeux soient bien fermés, on recoiffe la personne, on la maquille si nécessaire aussi, et on procède à une suture de bouche. Parce que les défunts meurent rarement la bouche fermée, c'est un truc c'est comme ça.
Et du coup, pour suturer la bouche, on se dit toujours, oui, on coud les lèvres. Non, ça marche pas, parce que la mâchoire reste ouverte. Ça rendrait absolument pas bien si on faisait une couture des lèvres et que la mâchoire reste ouverte, ça ferait vraiment une tête ridicule. Donc ce qu'on doit faire, c'est vraiment coudre la mâchoire. Donc on doit mettre vraiment l'aiguille, on doit la faire passer sous le menton, puis la faire remonter le long de la mâchoire jusqu'aux narines pour vraiment faire en sorte de serrer et que non seulement le film ne se voit pas, et il ne se verra pas, si c'est bien fait, ça se voit pas du tout, mais aussi que la mâchoire ne se rouvre pas. Donc voilà, et puis après, une fois que c'est fait, on déshabille le défunt, on leur nettoie si ce n'est pas encore fait, on l'habille avec les vêtements que la famille a donnés, et voilà. Et généralement, c'est à peu près tout. Et parfois, voilà, si jamais c'est quelque chose d'un peu plus détaillé qu'il faut faire, ou que ça doit être montré un peu plus longtemps, là, on fait appel à un thanatopracteur qui vient soit en dehors du service, soit des thanatos qui travaillent avec nous, ça arrive aussi, il y a des thanatos pompes funèbres. Ça dépend vraiment. Je ne sais pas si tu as déjà vécu, mais un rapatriement, Oui, si. ça se passe comment? Ça dépend d'où, déjà. Hein. Quand c'est quelqu'un, par exemple, qui décède, je sais pas moi, à la mer du Nord et qu'il faut le rapatrier sur Liège, voilà, tu prends la journée, tu vas jusque-là, tu vas le chercher, tu le ramènes. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui meurt à l'étranger, généralement, ce qui se passe, c'est que c'est un pompe funèbre de là-bas qui va se charger d'aller chercher, de le préparer, voire même de faire la mise en bière là-bas, avec leur propre cercueil, et puis il est transporté par avion jusqu'à nous, et c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ça rajoute effectivement une valeur financière à tout ça. Il faut évidemment payer ce surplus, qui n'est pas toujours prévu malheureusement, mais qui est obligatoire, étant donné la situation un peu spéciale, quoi. Tu parlais tout à l'heure de l'IA. Est-ce que les nouvelles technologies apparaissent dans le milieu? Même si je me doute que l'IA ne vous sert pas à grand-chose. Non. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, peut-être des nouvelles civières, des nouveaux brancards qui vous aident vraiment à pratiquer le métier? Déjà, dans l'ordre de tout ce qui est un peu plus numérique, évidemment, le fait d'entrer, de transmettre des documents comme les certificats de décès, tout ça, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Naturellement, il y a aussi le fait de faire les affichettes, donc pour indiquer que telle personne est décédée, qu'elle repose à tel endroit, etc. Tout est fait aussi par ordi, ce qui est beaucoup plus facile. Mais bon, je parle de ça, c'est pas récent, hein, évidemment. Maintenant, dans vraiment des nouvelles technologies assez récentes, pas spécialement dans le numérique, et sur place, voilà, quand il y a des nouveaux types de chariots ou de brancards ou quoi, on en a, mais finalement, je dirais que ça n'a pas beaucoup bougé, ça ne bouge pas beaucoup. Un brancard qui fonctionne, il fonctionne même dans 20 ans, donc le design reste globalement le même, mais oui, ça s'adapte un peu plus, je dirais entre guillemets esthétiquement, au fur et à mesure du temps et des mœurs. C'est sûr que les brancards qu'on utilise pour transporter les corps il y a 30 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça change, mais le métier ne bouge pas spécialement beaucoup plus là-dessus. Comment on s'adapte aux différentes religions des défunts et de la famille en général? Alors, dans l'écrasante majorité des cas, évidemment, quand c'est une religion, ça va surtout être une religion des cérémonies catholiques. C'est quand même les plus présentes. Mais par exemple, pour des cérémonies musulmanes, souvent on fait appel à un pompe funèbre qui est spécialisé là-dedans. Il y a des pompes funèbres spécialisées dans tout ce qui est cérémonie islamique et des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est eux qui prennent en charge le défunt et la cérémonie et tout ce genre de choses. Il y a aussi des cérémonies orthodoxes, ça on prend en charge. Parfois des cérémonies judaïques, ça arrive aussi, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive de temps en temps. Mais je dirais que oui, dans les religions, la moins commune, ça doit être musulmane. Enfin, la moins commune, mais toujours quand même commune, je dirais que c'est la religion musulmane, mais là, à ce moment-là, c'est un pompe funèbre spécifique qui le prend en charge. Pas parce qu'on ne veut pas le faire ou quoi, mais parce que justement, il sera plus à même de faire les choses comme c'est convenu, notamment dans le soin du défunt qui est un peu plus codifié dans l'islam. Donc voilà, je sais que par exemple, ça arrive des fois que ce soit la famille qui procède au nettoyage du défunt. Et qu'il y a des infrastructures conçues pour chez ces pompes funèbres-là. Est-ce que vous avez un suivi psychologique? Il peut y en avoir un. Ça fait partie de l'aftercare, mais je ne sais pas s'il est convenu dans le prix ou si c'est un supplément. Mais dans tous les cas, on est en contact avec des psychologues qu'on peut fournir. On peut donner l'adresse pour que les gens puissent
y aller et avoir des contacts avec eux. Oui, ça peut se faire. Et pour vous, en tant que tel, en tant que pratiquant? Je pense que en tout cas dans l'entreprise où je suis, je crois qu'on a un droit de X consultations offertes. Même pas nécessairement par rapport au métier, hein, ça peut même être pour des situations personnelles. Donc oui, mais généralement, il n'y en a pas nécessairement besoin. Est-ce que le regard de la société sur la mort influence votre travail? Ou vous avez toujours pratiqué de la sorte et ça ne change pas finalement? Je pense quand même qu'on agit différemment. Je pense que déjà tout ce qui est au sujet des soins, c'est assez récent. Tous les soins dont j'ai parlé, on ne faisait pas à ce point-là avant. Avant, c'était beaucoup plus basique et certains diraient peut-être moins intrusif, parce que c'est vrai quand même que les soins qu'on fait sont assez intrusifs, mais je trouve que même si c'est intrusif, ça participe au fait que le défunt soit vraiment le plus digne possible quand il part. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Donc oui, les mœurs changent vis-à-vis de comment on traite les défunts pour les rendre le plus représentable possible. Sinon, en vrai, ça me bouge pas spécialement parce que on a toujours, d'une manière générale, respecté les morts, et je parle même pas nécessairement dans ces dernières années. Depuis qu'on est une espèce sociale qui vit en société, bah on a toujours traité les morts avec beaucoup de respect, parfois même plus de respect que les vivants, et on a toujours fait ça avec beaucoup de respect, mais oui, je dirais qu'au niveau des soins, ça a un peu changé. Tu me disais tout à l'heure que toi, ton enterrement, ça serait le moins cher possible pour ceux qui restent. Un enterrement, même, je pense que c'est quand même assez tabou, vu que tu me disais aussi tout à l'heure qu'on n'en parle pas avec ses proches et tout ça. Tout à fait. Un enterrement, ça coûte combien, concrètement? Ça dépend tellement. Ça dépend tellement. Ça dépend de si tu as une assurance décès, ça dépend de quel cercueil tu prends, ça dépend de quelle cérémonie tu veux, ça dépend de je sais pas, de quelle à quelle paroisse tu veux aller, de quel cimetière, de quelle commune. Les communes ont tous des prix différents, même par rapport au certificat de décès. Je sais qu'il y a des prix qui, des fois, vraiment, sur quelques kilomètres de différence, peuvent changer drastiquement. Les prix peuvent varier de plusieurs milliers d'euros, des fois, dépendant de certains trucs qui paraissent minimes. Donc oui, mais ça se compte dans les milliers, oui, ça c'est sûr. Ça se compte au moins 1000 balles, sauf si peut-être que... Voilà, il y a toujours cette solution d'avoir un décès qui est un indigent. Donc, c'est-à-dire que c'est pris en charge par l'État, donc c'est un CPAS qui est vraiment pris en charge par l'État, et qui, à ce moment-là, c'est le cercueil de base, en pleine terre. Et quand je dis de base, c'est vraiment le cercueil qui est même pas dans le catalogue, hein, c'est vraiment le cercueil le plus basique que tu puisses imaginer. Et à ce moment-là, c'est fait au moins cher, quoi. Mais c'est souvent majoritairement pour les gens qui n'ont pas de famille. Genre une personne âgée qui n'a pas eu d'enfant, qui vit seule, qui décède, personne ne paye pour, donc c'est l'État qui le prend en charge. Mais ça peut arriver aussi pour les personnes qui ont moins d'argent. Et l'enterrement le plus cher que tu aurais vécu? Il y en a qui sont extrêmement chers. Il y a des enterrements à plus de 10 000 balles. Hein. C'est un truc de fou. Il y a des gens... Des fois, genre je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait eu, par exemple, un décès. Je crois qu'ils avaient payé... Je crois que c'était 3 000 balles, mais juste en nécrologie. Juste pour les nécrologies à faire passer dans le journal, c'était 3 000 balles. Parce que c'était quelqu'un de très connu, de très renommé, donc il fallait que ce soit diffusé dans des journaux qui pouvaient être lus de tous. Donc oui, les prix, il y a des prix, encore 10 000 balles, c'est clairement pas le plus cher qu'il y ait pu y avoir. Ça va toujours être là qu'ils vont prendre les cercueils les plus chers, pour mettre dans les cimetières, évidemment, des communes où ils vivent, où c'est sûrement des gens qui ont beaucoup d'argent, donc où c'est très prestigieux, entre guillemets. Donc oui, il y en a des très très chers. Oui. Et est-ce que tu as passé un bon moment? Mais bien sûr, j'ai passé un très très bon moment. Eh ben merci beaucoup. Eh ben merci à toi, avec plaisir.